Ok, super, bienvenue à tous pour cette IP vente spéciale hipster. J'ai pas mis de nœud pape parce que je savais qu'on était filmé. C'est censé durer 2 heures, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on se... Bonjour. On va voir comment est-ce qu'on se débrouille. J'ai d'abord une présentation un petit peu formelle. Vous n'hésitez pas à me couper, on discute, etc. Et après j'ai une démo qui est le cœur du truc. Et pareil, la démo, n'hésitez pas, on est là pour discuter. Et après, il y aura un pot. Ah oui, une fois qu'on a fini, partez pas. Il y a un pot, il y a à boire, il y a à manger. C'est l'occasion de discuter aussi. Donc je vais commencer. Alors c'est des slides qui sont sur Internet. Si vous voulez, c'est direct sur le site de JHipster, sur jhipster.github.io, qui est en bas. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? Je vais aller un petit peu vite sur les slides du début. Enfin, je ferai des votes à levée de main pour voir qui connaît pas, et si on poursuit dans le détail ou pas. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Donc d'applications modernes, web. Une application web moderne, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui se veut jolie. Donc on va faire un beau design, on va faire du Twitter Bootstrap, du responsive, etc. On va avoir des pages qui vont vite. Donc, je sais pas, beaucoup d'Ajax, d'AngularJS, de choses comme ça. Et puis qui soit rapide. Donc ça veut aussi dire qu'on a un back-end qui a priori répond pas trop mal. Donc pour ça, on va vouloir avoir les derniers technos, voilà, HTML5, CSS3, JavaScript, etc. On va vouloir, ça c'était ma slide de client au final. Nous, en tant que développeurs, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir un truc qu'on développe de manière un peu sympa. Pas un machin où, je sais pas, on tape Maven et on attend 3 ans que ça déploie. On veut un truc, on va dire, voilà, on met moins d'1 minute pour déployer son appli, même c'est déjà beaucoup. On va voir combien de temps on met. J'ai une surprise vers la fin. Hein. Mais l'idée, c'est qu'on aille vite et qu'on déploie rapidement. Et puis ensuite, pour la prod, donc j'avais les clients, les développeurs, la prod. Pour la prod, on veut un truc qui tienne bien le coup. Donc on veut une appli qui soit optimisée pour la prod. Ça veut dire, côté front, JavaScript, avoir les bons outils pour minifier, mettre les bons headers, etc. Donc on verra aussi ce qu'on peut vouloir avoir là-dessus. Et puis pour le back, on veut de la base de données avec du cache, quelque chose qui marche bien. Tout ça, c'est pas simple. Donc nous, le but de ce soir, c'est d'avoir un outillage qui nous permette d'avoir tous ces aspects résolus. Donc un beau front-end avec du beau HTML5, JavaScript, etc. Un back-end qui tienne le coup avec du cache, une base bien foutue. Le tout qui marche bien avec, alors c'est pas les 2 seuls points, mais pour moi c'est les 2 aspects qu'on a vraiment poussés sur JHipster, c'est la sécurité, donc avoir un truc qui fonctionne bien avec, en l'occurrence on a un back-end avec Spring Security, mais un truc qui soit bien fait, et franchement c'est pas évident, c'est le truc sur lequel on a passé au début beaucoup de temps. Et deuxième truc avec de la performance, donc on l'a dit à la fois côté JavaScript et côté Java, ça on va dire c'est peut-être plus répandu, mais bon, il faut avoir tout qui marche bien et tout qui soit cohérent aussi entre le back et le front. Et puis dernier point, avoir un bon outillage pour les développeurs, donc qu'on ne s'embête pas à poireauter 5 minutes que ça déploie. Ça, je pense que c'est des problématiques communes. Après là, c'est ma liste idéale. Est-ce qu'on va arriver à tout faire? Je vais essayer de vous convaincre, mais après, bon, on en discutera. Donc j'ai 2 jeux de slides, d'abord plutôt généralistes sur les technologies qui nous intéressent. Je ne les liste pas toutes parce qu'après, sinon on en a pour toute la nuit. À chaque fois, j'ai fait les, 5 à 10 technologies qui me paraissaient les plus intéressantes à présenter. Il y en a d'autres, bien sûr. Et puis alors dedans, il y en a qui seront très connus, donc je pense qu'on peut passer vite. Sinon, on fera un peu de main levée et qu'on verra un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse avant d'aller plus loin. Donc d'abord, on a un mix de technos sur lesquels il faudrait qu'on discute. La première techno qui est intéressante, là je suis côté client, un truc qui s'appelle Yeoman. Alors qui est-ce qui utilise Yeoman? Ah, il n'y a personne. Ok, enfin personne. Il y a 3-4 personnes. Donc il y a, je sais pas, moins de 10% de la salle, quoi. Donc ok, parlons de Yeoman. Donc Yeoman, c'est un générateur d'applications qui est fait en JavaScript, qui tourne sur du Node.js. Alors à la base, c'est un outillage qui regroupe d'autres outils dont on va parler encore après. Grunt, Bower, etc., qu'on va voir après. Mais Yeoman permet de démarrer rapidement une application toute préparée, toute configurée.
alors, un écosystème qui aujourd'hui est assez en ébullition. Il doit y avoir environ 500 générateurs qui existent pour tout. Par contre, c'est très branché JavaScript. C'est-à-dire que si vous faites, si vous faites du Java, à part JHipster, je crois qu'il y a un deuxième truc, mais voilà, il n'y a rien. Si vous faites du JavaScript, il y en a des dizaines. Alors, c'est beaucoup une population donc, de gens qui aiment bien les frameworks JavaScript modernes, style AngularJS. Les premiers générateurs, c'est du AngularJS. Après, il y a du Backbone, du Ember, enfin les grands classiques. Et c'est une population qui est assez branchée front. Mais après, il y a aussi des gens qui bossent sur le back, avec une stack full JavaScript, avec un back avec du Node.js. Donc, c'est des gens qui vont faire un front en JavaScript et un back aussi en JavaScript. Ce qui, moi, n'est pas mon propos, parce que ce n'est pas mon monde à la base, mais qui est très intéressant. Donc, Yeoman, aujourd'hui, il y a environ 500 générateurs. Ils ne sont pas tous terribles. Ils sont triés. Alors, il y a des générateurs officiels, ceux-là, ça va. Il y a des générateurs communautaires comme JHipster. Donc là, c'est généralement trié par étoile GitHub. Prenez pas ceux qui ont moins de, je sais pas, quelques dizaines d'étoiles, quoi, parce que c'est beaucoup de gens qui s'amusent. C'est pas toujours très très stable. Par contre, il y a une communauté assez intéressante. Et alors Yeoman, on va le voir juste après, ça s'installe facilement. C'est un truc Node, donc il faut Node d'installer. Et après, on va faire JHipster pour installer le générateur JHipster. Pour lancer le générateur JHipster. Et Yeoman, il vous propose. Alors, il y a deux trucs qu'on va voir là qui sont intéressants. Déjà, c'est une sorte de liste sur ce que vous voulez. C'est pas un générateur qui génère tout le temps le même truc. Donc, il faut avoir des choix et générer l'application en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, on va voir là pour JHipster, on a, je ne sais plus, 6 ou 7 choix possibles. Enfin, il y a plus que ça, parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs options. 6 ou 7 options possibles avec plein de choix. Et la deuxième chose, c'est que Yeoman il propose de faire des sous-générateurs, donc il vous génère votre appli, et après il peut régénérer des bouts de l'appli qui se plug, vous avez bien codé, qui se plug dans l'appli générale. Oui, donc Yeoman, le deuxième truc intéressant, c'est qu'il y a des sous-générateurs. Si je prends une appli, je ne sais pas, AngularJS normale, ça vous génère le squelette, puis après il y a des sous-générateurs pour générer, je ne sais pas, des routeurs, des contrôleurs en plus, et qui vont normalement bien se plugger, sauf si c'est buggé. Ça c'est l'outil principal, et JHipster c'est un générateur Yeoman, mais alors qui fait un front JavaScript et un back Java. Déjà, dire le truc. Ça c'est le premier outil. À la rigueur, quand on utilise JHipster, on le voit pas trop, enfin on lance une fois ou deux pour démarrer l'appli, mais bon après, comment ça marche derrière, on s'en moque un petit peu. Sauf si vous voulez contribuer, vous êtes les bienvenus, mais sinon, le fonctionnement de Yeoman lui-même n'est pas tellement intéressant. Donc Yeoman, ça va vous faire une application, enfin, ça va vous créer un squelette d'application JavaScript moderne, avec un certain nombre d'outils qui sont préconfigurés. Alors, généralement, les gens utilisent avec Grunt, Bower et d'autres. Là, sur JHipster, c'est ce qu'on va aussi utiliser. Donc Grunt, qu'est-ce que c'est? C'est un lanceur de tâches, à la base. Ça ne fait rien en soi, simplement, il va vous agréger toutes les tâches qu'on veut utiliser généralement en JavaScript. Donc ça va être minifier les CSS, le JavaScript, etc. pour avoir un truc justement performant pour la prod. Ça va être lancer vos tests. Ça va être avoir un environnement où vous pouvez avoir du live reload sur votre code. On va le voir après. Grunt lui-même fait que lancer les tâches qui font tout ce travail-là. Alors l'une des problématiques avec Grunt, c'est que c'est très compliqué à configurer. Franchement, les tâches Grunt, c'est assez embêtant. Sachant que tout le monde veut grosso modo pareil. Donc l'idée de la plupart des générateurs Yeoman, c'est qu'ils vous génèrent un squelette Grunt qui est quasiment tout le temps le même. Et celui de JHipster est quasiment le même que celui fourni par défaut avec AngularJS, enfin, le projet principal. Alors ça, quand on utilise JHipster, ça peut être intéressant de connaître un petit peu Grunt, parce qu'on peut vouloir modifier des tâches, ou je sais pas, changer un répertoire, ou changer un truc, ou changer une option. À la base, l'intérêt de JHipster, c'est d'avoir un grunt file qui est déjà entièrement configuré. Tout ça, c'est quand même embêtant à faire. Le deuxième outil que beaucoup de gens utilisent, c'est Bower. Donc Bower, lui, c'est un petit peu le Maven du JavaScript. Enfin, une partie de Maven, ça gère les dépendances JavaScript. Donc là, la petite ligne de code, j'ai juste mis pour installer Angular. On fait Bower installer Angular. Donc vous avez une ligne de commande, vous faites Bower, vous pouvez faire Bower search et chercher un package qui vous intéresse. Une fois que vous l'avez, Bower installe. Et si vous voulez mettre à jour tous vos packages, vous faites Bower update, il télécharge tout en dernière version. Donc c'est assez intéressant parce qu'en JavaScript, le souci c'est qu'il y a plein de librairies dans tous les sens et qu'à installer, c'est embêtant. L'intérêt de Bower, c'est qu'il vous centralise tout ça, il les met à jour tout seul, il voit les dépendances, on peut bloquer des dépendances, on peut les mettre à jour facilement.
contre, le petit défaut de Bower, c'est que c'est jeune. Donc on a tendance, enfin les dépendances déjà, ils les tirent sur GitHub, sur les tags que font les gens. Donc il suffit qu'un mec il ait effacé son tag, ça marche plus. Ou l'autre jour, il y a un mec carrément, il avait effacé son repo, donc forcément ça marche plus. Ou alors les gens corrigent des bugs n'importe comment, ils mettent un tag et puis quand vous faites Bower Update, vous avez la dernière version avec les bugs du mec. Bon, c'est un petit peu différent de ce qu'on a en Maven là-dessus. Par contre, par rapport à rien à voir, c'est quand même génial en termes de gestion de dépendance. Alors évidemment, après, je fais déjà le lien. L'intérêt, ça serait d'avoir un grunt qui vous installe correctement vos dépendances avec Bower et enfin, tout fonctionne ensemble. Ça, c'est ce que font la plupart des générateurs Yeoman. Ils viennent avec grunt Bower qui fonctionnent bien ensemble. Ah oui, alors Bower, un dernier truc, c'est qu'il y a un nombre de librairies extraordinaire. Il y a des moteurs de recherche, un petit peu comme Maven Central, sauf que là, il y a des, je ne sais pas combien, de dizaines de milliers de librairies. Enfin, c'est un monde où il y a beaucoup de gens qui participent. Un autre outil JavaScript qui est important dans cette stack-là, on va dire une stack JavaScript moderne, c'est Karma. Donc Karma, ça vous permet de faire des tests unitaires avec votre code JavaScript. C'est orienté AngularJS. Et ça peut être lancé par Grunt, donc tout est lié, c'est-à-dire que Grunt peut lancer les tests Karma, Karma va comprendre vos dépendances téléchargées par Bower, donc si on se débrouille bien, on peut avoir un ensemble qui fonctionne bien, et donc Karma, ça vous fait des tests unitaires avec vous avez le choix entre plusieurs navigateurs, vous configurez ce que vous voulez, mais ce que les gens utilisent par défaut, c'est PhantomJS, qui est un navigateur en ligne de commande, donc c'est un vrai, en gros, c'est un WebKit, c'est ce qu'il y a dans Chrome ou Safari, mais c'est un vrai WebKit embarqué, qu'on ne voit pas tourner, qui est dans la console, et qui lance les tests automatiquement, enfin, si on a mis le bon paramètre. Et l'intérêt, c'est que quand vous codez votre JavaScript, vous sauvegardez, le truc passe les tests tout seul, et franchement, en quelques centaines de millisecondes, vous avez la réponse. Donc là, l'idée, c'est que dans l'outillage, vous codiez votre JavaScript, vous faites sauvegarde, et le truc vous dit c'est bon, c'est pas bon. Donc à développer, c'est assez agréable, surtout si vous venez du monde Selenium, par exemple. Enfin, si vous avez des outillages un peu classiques, là, c'est un truc qui marche très rapidement, et avec un vrai navigateur. Il peut même faire des screenshots, et vous avez les screenshots, mais sauf qu'il est caché. Bon, là aussi, la plupart des générateurs Yeoman viennent avec un packaging qui fait que Grunt, Bower, Karma, tout fonctionne ensemble. C'est un peu l'idée. Qui c'est qui fait du Karma, au fait? Je sais pas. Oula, on est tombé dans une personne. Ok. Ah oui. Si vous voulez, je peux détailler. Enfin, ça va comme. Ouais. De manière, on va en faire pour de vrai, mais je ne m'attendais pas à avoir aussi peu de monde. Ok. Avant-dernière, je crois, librairie intéressante, c'est AngularJS, bien sûr, pour le front. J'ai mis le plus populaire, bon après, ça dépend avec qui on parle. Quelqu'un s'est senti visé. Non, enfin, AngularJS, aujourd'hui, c'est la mode absolue, quoi. Là, pour le truc de hipster, c'est le plus hipster de tous. AngularJS, ce qui est sympa, c'est qu'à apprendre, franchement, c'est très très rapide. Alors moi, je viens du monde, on va dire, Backbone, je faisais plein de Backbone avant. Angular, franchement, en une journée, vous pigez, vous faites une appli. Hein. C'est un truc, c'est pas embêtant. C'est facile à apprendre. Alors, dans les trucs intéressants qui viennent out of the box, voilà, il y a tout ce qui est data binding. Donc, automatiquement, il va être capable d'afficher dans votre page vos variables JavaScript qui bougent. Ça, c'est sympa. Il a un système de templating et de validation qui est assez sympa. Donc, c'est assez facile de faire un formulaire, on va dire, et d'avoir un formulaire validé. Alors, l'HDMI, ça vient avec JHipster. Pour tout ce qui est internationalisation, là, il y a un plugin qu'on a dans JHipster qui internationalise. Donc, quand on mélange tout, on a un outillage qui est assez rapide à apprendre et assez productif pour faire, on va dire, une belle application JavaScript. Là, j'ai mis un tout petit exemple. Alors, ceux qui sont loin, donc dans mon tag JavaScript, j'ai marqué ngModel égale yourname. Ça, c'est un modèle JavaScript qui peut être mis à jour. Et puis après, j'ai mis hello avec des petites brackets. Et ça, c'est mis à jour automatiquement quand on écrit le texte. Donc ça, c'est du data binding de base. Après, un des premiers soucis que vous aurez avec Angular, c'est que dans toutes les démos, dans la plupart des générateurs Yeoman, les gens sont purement front. Donc tant que vous faites que des petits hello world, c'est bien. Puis le jour où vous tapez dans du back, ça commence à être plus compliqué parce que il faut les bons formats, etc. Évidemment, AngularJS, il est testé normalement avec Karma. Donc là, on a déjà une suite logicielle qui est assez cohérente si on arrive à tout bien installer. Parce que le premier souci, c'est d'avoir tout qui marche ensemble. Et là, ça commence déjà à faire une belle stack assez embêtante à configurer. Le dernier truc, ça par contre, je pense que tout le monde utilise quand même. Je sais pas, qui c'est qui fait du Twitter Bootstrap?
Ouais, ça, oui, par contre, tout le monde. Bon, Twitter Bootstrap, c'est le dernier truc que je présente. Il y a d'autres outillages, on va dire, dans Gipster, mais Twitter Bootstrap, c'est on va dire, la stack. Il y a des gens qui appellent ça le nouveau moche, parce que tout le monde fait pareil, tout le temps la même gueule. Bon, par contre, il y a quand même il y a des classes CSS que tout le monde connaît, il y a des icônes que tout le monde connaît. C'est assez facile, du coup, de faire une belle appli avec, quitte après à ce qu'il y ait un web designer qui passe et qui refasse une vraie template qui corresponde à votre besoin. Ceci dit, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Alors pareil, avoir l'ensemble de la stack qui marche avec Angular, etc., c'est toujours un problème d'intégration. Là, ce que je vous ai présenté, c'est toute la partie front. Avoir l'ensemble qui est intégré aujourd'hui, ça devient relativement commun. Justement, il y a plein de générateurs Yeoman qui font ça. Par contre, je n'ai pas parlé du back. Et le back, c'est notre paire de manches. Donc, côté back, je passe. Côté back, j'ai un certain nombre d'autres technos. Là, je pense que la plupart des gens ici sont développeurs Java, donc ça devrait aller plus vite. On va voir. Côté techno, qu'est-ce qui nous intéresse comme techno? Alors, Maven. Alors, j'ai toujours plein de gens qui ne sont pas contents avec Maven. Maven, pourquoi j'ai Maven? Parce que Maven, c'est l'outil de build le plus répandu, que tout le monde connaît, et que c'est intégré dans tous les IDE, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres outils. Après, très franchement, sur Gipster, Maven, on n'en fait pas forcément non plus grand-chose. On est les goals de base, donc c'est pas le truc qui nous embête trop. Ah oui, non, il y a deux plugins qui nous intéressent pour ce qu'on va voir après, ce qu'on va voir dans Gipster. Il y a un plugin pour Spring Boot et il y a un plugin pour Yeoman. Et ça simplifie pas mal la vie. Bon alors, justement Spring Boot, moi c'est l'outil principal qu'on a derrière côté back sur Gipster. Donc Spring Boot, c'est une nouveauté Spring, on va dire. Donc Spring, c'est le principal framework d'ingestion de dépendance en Java. L'intérêt de Spring Boot, c'est qu'il vous permet d'auto-configurer la plupart de ce qui est fourni par Spring et de rajouter alors. Donc déjà, tout auto-configuré, donc tout ce qui est, on va dire, Spring Security, Spring MVC, etc. Dès que vous mettez votre classe, on va dire, dès que vous mettez la dépendance dans Maven, Spring Boot le voit et l'auto-configure. Ce qui fait que typiquement dans Gipster, on n'a pas de configuration sur Spring MVC REST. C'est fait automatiquement. Après Spring Boot, il rajoute plein d'aides en plus. Il va rajouter, je ne sais pas, pour Spring Security, il propose un système d'audit pour vous dire quand quelqu'un fait un mauvais login mot de passe, il va enregistrer ça quelque part. Il va vous proposer en ligne de commande, donc il y a un plugin Maven qui vient avec, qui va vous proposer de packager votre application avec un Tomcat embarqué et de la lancer en ligne de commande. Il rajoute beaucoup d'aides par-dessus ce que propose Spring par défaut, qui est assez brut de fonderie. J'ai oublié de dire, ça marche avec Spring 4. J'ai pas mis les slides là-dessus, mais là on est en Java config, en Spring 4, il n'y a pas du XML, on est en Spring moderne là, dans l'idée. Oui. C'est une sorte de framework, une surcouche par rapport à Spring? C'est une surcouche à Spring. C'est une surcouche à Spring. Par contre, on n'est pas forcé de prendre tout Spring. Et suivant ce qu'on met on veut prendre Spring Data JPA. On va prendre Spring Security. Si on ne l'a pas, il ne le configure pas, ça marche très bien. Si on rajoute la dépendance Spring Security, il le voit, il le configure. Et avec une conf par défaut, qui normalement devrait bien aller à tout le monde. Là, en l'occurrence, si on veut que ça marche bien avec AngularJS, ça ira pas. Mais il génère rien, il fait tout au runtime. En fait, il introspecte, il voit qu'il y a une classe dans le ClassPass. Spring Security, je ne sais même plus c'est quelle classe. Il en regarde une. Si elle est dans le ClassPass, il auto-configure Spring Security. Si elle n'y est pas, il ne fait rien. Donc c'est assez malin. Et ça vous fait un ensemble qui est entièrement packagé, entièrement configuré sans rien faire. Donc ça, c'est assez sympa. Et le truc de base est déjà très très bien fait. Simplement, je prévois déjà ce que je vais dire après sur Gipster. Ce qui est fait par défaut ne marche pas forcément bien avec AngularJS en face. Surtout Spring Security, il va nous embêter. Spring MVC REST, ça va aller, parce qu'en gros, AngularJS, il fait des requêtes REST avec du JSON. Spring MVC REST, il fait pareil. Si on se débrouille bien, ils vont bien se parler. Spring Security, ça va être moins bien. Ça dépend des outils. Ceci dit, sans rien faire, il y a déjà un truc qui marche très bien, avec une configuration. Alors, sur ce qu'on a fait sur Gipster, mais c'est ce que pousse Spring Boot, on a une configuration full Java, donc vous ne codez plus de XML, et un paramétrage avec du YAML. Donc, c'est plus des fichiers properties, c'est un fichier YAML, donc qui est hiérarchisé. C'est comme des properties, mais c'est plus joli. Je suis un peu méchant avec le YAML, mais c'est un peu ça. Pourquoi avoir choisi la config Java?
Alors, parce que Gipster, on est hype. Je vais répéter pour l'enregistrement, pardon. Donc la question, pourquoi est-ce qu'on a la config Java? Je vais toujours refaire. Bonjour Jérôme. Donc la question, c'est pourquoi on a une config Java. Alors déjà, parce que Gipster, on est hype. Après, la config XML, on peut très bien l'avoir à côté, hein, ça ne gêne pas du tout. Là, franchement, alors surtout pour ce qu'on fait, la config Java est plus souple, c'est-à-dire qu'on peut créer des bins si on veut. Bon, je peux faire un if and else, alors qu'en XML, je suis un peu plus embêté. Donc j'ai une configuration plus souple pour ce qu'on veut faire là. Après, c'est parce que moi, je bosse aussi sur le générateur. Je pense que pour l'utilisateur final, c'est moins intéressant d'avoir des tas de bins avec des conditions. Généralement, moi, quand je faisais du XML, ça ne m'a jamais manqué d'avoir ces fonctionnalités-là. Après, en termes de perf, ça ne change rien. Parce si on va regarder, il y a peut-être quelques millisecondes de différence entre parser un fichier XML et se taper le class loader pour voir ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Et puis, alors c'est pas obligatoire avec la config Java, mais je dirais que c'est des mondes qui vont avec. On a pris la config YAML parce qu'elle était pareil à la mode. C'est vrai, je vous montrerai, on a un fichier qui est assez joli, assez simple à lire. Après, c'est pas non plus en fichier de properties, ça a marché aussi. Mais franchement, ce qu'on fait là, ça marchait bien en XML et en fichier de properties. Après, oui, pour ce qu'on fait, c'est quand même plus puissant pour ce qu'on fait. Si on veut des trucs très très configurables. Oh mince. Autre techno qu'on utilise, qu'on a choisi, c'est Liquibase. Alors Liquibase, qu'est-ce que c'est? C'est un utilitaire qui permet de mettre à jour automatiquement cette base de données. Alors, pareil, dans les questions qu'on a, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec du full NoSQL. Ça, voilà. On a pris le truc le plus commun, donc on a une base de données dans l'idée de ce qu'on va générer avec Gipster, et on embêtait avec les mises à jour de base. Liquibase permet d'avoir des étapes dans ces mises à jour de base de données. Donc on va on fait un premier jeu de base de données et après on peut l'étendre. Et quand on lance Liquibase, il va automatiquement reconfigurer la base de données pour la mettre à niveau. C'est assez populaire et ça vient par. Alors je l'avais choisi avant d'ailleurs d'utiliser Spring Boot et quand on est passé sur Spring Boot, en fait Spring Boot l'utilise aussi par défaut. Donc on s'est dit. On a dû bien choisir. C'est pas le seul qui fait ça. J'avoue, j'ai quelques bugs, mais franchement, c'est pas mal. On le verra. Donc, on va écrire. Il y a un petit formalisme pour écrire les mises à jour de base, et ça permet d'automatiquement mettre à jour sa base. Ce qui est plus simple quand on développe, évidemment, mais aussi pour la prod. Hein, c'est censé faire les mises à jour de prod. Évidemment, ça marche très bien avec Spring Boot vu que c'est intégré, et puis avec JPA, ça a bien marché si on s'est bien débrouillé pour faire son mapping. C'est pour ça que je mets que ça nécessite d'avoir une bonne connaissance en base de données, parce que je sais pas, ces index, il faut les écrire soi-même. Et ça nécessite de bien comprendre ce que fait Hibernate, parce que si on ne fait pas bien ses tables et ses relations, Hibernate, ça ne va pas aller. Mais bon, ça, c'est notre lot commun, dont on fait la base. Autre techno, donc on va dire qu'on a pris sur Gipster, c'est JPA, donc qui est le standard en Java pour de la base. Alors JPA, pourquoi? Parce que voilà, c'est le plus répandu, c'est le standard. On a du Hibernate dessous, on a le truc le plus commun. J'ai mis un petit exemple tout bête avec un @entity @id. Évidemment, c'est ultra complet sur plein de choses. On pourra parler de lazy loading et compagnie si vous voulez. C'est pour ça que j'ai mis que c'était compliqué à comprendre au début. Il y a quand même plein de magie. Après, JPA tout seul, c'est très sympa. Moi j'adore JPA, franchement, je suis super fan. Après, il y a un truc qu'on a rajouté à JPA qui nous aide beaucoup et qui va bien avec toute la stack qu'on a jusqu'à présent, c'est Spring Data JPA. Spring Data JPA, ça vous génère automatiquement votre couche repository. Alors j'ai mis un tout petit exemple, alors je suis désolé, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens, plein de gens seraient dans le fond. Mais donc Spring Data JPA, vous faites une interface, il vous génère automatiquement tout le CRUD, donc il n'y a rien à coder. Et si vous voulez des méthodes en plus, en gros vous tapez les méthodes dans l'interface. Donc là, j'en ai pris une qu'on génère en plus. Donc find by principal, un audit event date, greater than, etc. Donc on tape comme ça, on va dire sa phrase. Et automatiquement, Spring Data JPA va voir que ça correspond à des champs en base et il va faire la bonne requête par rapport à ce qu'on a écrit. Évidemment, si vous voulez écrire votre requête, vous pouvez aussi. Hein. Mais l'idée d'origine, c'est qu'il vient avec toutes les méthodes crudes toutes faites et que les méthodes, on va dire simples, il les autogénère. Donc ça simplifie vachement la partie JPA. Et donc si on s'est bien débrouillé entre Liquibase, JPA et Spring Data JPA, là on a un truc qui est assez light à coder. Si vous voulez avoir de la perf là-dessus, il faut du cache.
Alors je dis tout de suite sur Gipster, vous avez 3 choix, soit pas de cache, il y a des gens qui ne veulent pas de cache, soit du cache avec Hcache, ce que la plupart des gens utilisent, soit du cache avec Hazelcast, qui est le nouveau truc à la mode, et qui propose en plus du clustering, c'est assez marrant, enfin, c'est assez sympa. Deux manières d'utiliser du cache, on va dire même en Java, c'est pas spécifique à Gipster. Il y a évidemment la partie cache de deuxième niveau d'Hibernate. Là, on met des add cacheable sur ces entités. Forcément, ça marche bien avec ce qu'on vient de voir. Soit il y a un système de cache dans Spring. On peut aussi cacher des retours de méthodes. C'est une méthode service, ou la méthode cacheable, et Spring le garde en cache. Le souci, évidemment, là, c'est d'avoir tout automatiquement intégré. Je racontais que Spring Boot configurait tout, il configure tout, mais il ne configure pas le cache, il ne configure pas tout ce qu'on vient de voir là, il a une certaine limite quand même. Et puis, une fois que là, je parle mal par les bacs, une fois qu'on a fait tout ça, forcément on veut présenter notre backend Java au monde JavaScript, qui était la première partie de la presse. Là, je suis parti sur Spring MVC REST. J'en dis beaucoup de bien parce que ça m'énerve tout ce qui est Jersey à force. Mais bon, voilà, on pourra en discuter si vous voulez. Ceci dit, Spring MVC REST, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement intégré à Spring. Donc tout ce qu'on vient de voir avant marche très bien avec Spring MVC REST. Et il permet d'exporter des objets Java, en l'occurrence peut-être des objets du domaine, donc des entités faites avec JPA. Il permet de les exposer en JSON, JSON que AngularJS en face devrait bien aimer. Tout le souci ici, c'est d'avoir un truc cohérent entre son back, donc son Hibernate, le cache, etc., Spring Data JPA, Spring MVC REST, et puis que AngularJS en face le prenne et l'affiche bien. Là, on a un nombre de technos qui est considérable, et avoir tout qui marche bien ensemble, c'est du boulot. Alors, plus ou moins de boulot, il y a des trucs qui vont bien ensemble, il y a d'autres trucs qui ne vont pas bien ensemble. Ah oui, un petit point que j'ai rajouté après, là je suis sur une appli, on va dire très moderne, AngularJS, donc l'appli de Hipster. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des retours en disant oui c'est bien, sauf que moi je voudrais avoir plusieurs pages dans mon appli quand même. Ça arrive. Donc on a rajouté un système de templating qui s'appelle TimeLeaf, qui est le truc à la mode, qui remplace, on va dire, qui vous fait comme des JSP, mais en plus... Alors bon, déjà en récent, parce que vous savez les JSP et JSTL, en gros c'est des préquêtides. Il faut faire du JSF officiellement. Ouais, voilà. Et TimeLeaf, par contre, il propose un système de template qui est, on va dire, très agréable pour un web designer. En fait, vous avez une page HTML avec de la donnée dedans, donc qu'un web designer va réussir à éditer normalement avec des outils de web designer. Et par contre, TimeLeaf va passer derrière et va le dynamiser, ce qu'on n'a pas en JSP. En gros, ça va mieux s'afficher dans un éditeur de texte pour un web designer. Après, ça va faire, en final, ça va faire comme une JSP au final. Hein. On va pas se mentir. Simplement, c'est un peu plus agréable pour un web designer. Et enfin, là, je fais plein de trucs sur le back. Le back ne serait pas complet si on ne parlait pas de monitoring. C'est bien d'avoir tout ce back en Spring, etc. C'est mieux quand on le monitore. Là, pareil, Spring Boot ne fournit rien par défaut. Enfin, y a un outil aujourd'hui au monitoring qui est, pareil, qui est très hype, c'est Metrix, qui vient à la base de Yammer. Et maintenant, donc, la personne qui s'appelle Kodahal, la personne qui fait ça, maintenant l'a externalisé, donc c'est Kodahal Metrix. Metrix permet par défaut de monitorer plein de choses, la JVM, votre serveur d'app. Alors ça dépend quel serveur d'app, hein. Il monitor Tomcat et Jetty, mais il ne monitor pas WebSphere. Il y a une tendance quand même. Il va monitorer Spring, il va monitorer le cache. Alors, ça tombe bien, c'est les technos qu'on avait avant. Hein. Et il permet d'exposer ces métriques soit en JMX, donc qui est le standard Java, soit vers d'autres outils. En l'occurrence, là on a pris Graphite, parce que c'est l'outil de monitoring le plus commun. Enfin, plus commun, ça dépend, mais c'est assez répandu, Graphite, pour faire des graphes. Donc, je sais pas, des appels à votre bin Spring ou de l'état de votre cache. Là encore, le problème de toutes ces technos, c'est de tout intégrer et d'avoir tout qui marche. Et c'est pas simple. J'ai perdu personne. Donc j'ai vu plein de techno, back, front, on a parlé de prod, on a parlé d'outillage de dev. Tout ça c'est pas simple, ça embête un peu tout le monde de tout avoir qui marche d'un coup. D'où l'idée, donc il y a 4 mois, c'était de faire un outil, enfin un générateur Yeoman qui nous génère tout ça bien. C'était un peu ça l'idée, c'était un peu une blague à l'origine. Après la blague, elle a un peu surpris tout le monde. Donc aujourd'hui, après 4 mois, donc on a même maintenant on doit être à 270 étoiles GitHub,
qui est beaucoup plus que beaucoup de projets. Enfin, quand on regarde, pour un projet Java, c'est pas mal. En termes de générateurs Yeoman, donc je dis il y en a 500, on est déjà le 3e, alors que nous, on est vachement plus jeune que tous les autres. Donc au niveau Yeoman, a priori, ça se passe bien pour nous. Ce mois-ci, on va atteindre les 70 000 pages vues, là c'est sûr. Donc il y a beaucoup de monde qui va sur le site. C'est incroyable. D'ailleurs, on fait même mieux. Alors il y a eu de la pub dessus sur plein de sites, en particulier Reddit, c'est ça qui a lancé ça au début. C'est-à-dire qu'en décembre, on s'est pris, il y a une journée, il y a eu je ne sais plus combien, c'est le 40 000 hits, une journée avec Reddit. Je n'ai pas les stats exacts, mais c'était monstrueux. C'est ça qui a un peu lancé le truc. Et depuis, ça grossit, c'est-à-dire que depuis décembre, d'ailleurs tous les mois, on fait mieux. Donc là, pour le coup, on va dire, on peut penser qu'on a touché un truc qui a intéressé du monde. Je pense que plein de gens se posent les mêmes questions que celles qu'on a eues sur les slides d'avant. Il y a plein de technos qui m'amusent, qui m'intéressent, mais tout à voir qui marche ensemble, c'est compliqué. Donc, c'est ce slide d'ailleurs. Le problème, qu'est-ce qu'on va avoir? On a vu sur le JavaScript, on a du grunt qui est très bien, mais qui est compliqué à apprendre. Il y a des générateurs Yeoman qui vous génèrent du grunt, mais qui ne comprennent pas le Java. En Java, on a Maven. Maven, c'est vachement bien, mais il n'a aucune idée de ce que fait grunt ou Bower. Donc avoir les deux qui marchent ensemble, c'est un peu compliqué. Franchement, ça c'est pas la fin du monde, mais bon, faut quand même les faire marcher. Deuxième truc, c'est que après dans les technos, ça c'est les technos de build, ensuite dans les technos de développement, AngularJS, ça aime bien le REST et le JSON, Spring MVC REST aussi. Après, il faut se débrouiller pour les plugger ensemble et que ça marche bien. Ça aussi, c'est pas trop compliqué, mais il faut un peu bosser. Et puis si on les cumule toutes, là j'ai mis que les deux trucs principaux, il y a du boulot. Et en plus, j'ai pas pris dedans les technos les plus embêtants. J'ai pas le Software Spring Security, c'est pas le seul. Il y a des technos qui sont compliqués à intégrer. Il y a des trucs qui c'est pas fait pour. Donc, faut les tordre un petit peu. Et si on veut tout qui marche avec la sécurité, le cache, le monitoring, ça fait quand même pas mal de taf. Donc, l'idée de JHipster, c'est que ça vous génère une application avec tout qui marche. Donc ça déjà, c'est chouette. C'est un générateur Yeoman, donc il y a quand même pas mal de choix. Il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, moi je veux pas de cache, moi je veux pas tel truc ». Il y a le choix, enfin on n'a pas mis tous les choix possibles de la Terre, hein, mais s'il y a des choses qui ne vous ouvront pas, on peut aussi, on va dire, l'étendre et rajouter des options en plus. Tout marche par défaut et ça vous génère une appli où vous avez à la fois Grunt, Bower qui marche et Maven qui marche. Alors, typiquement Bower, quand il installe, je parle en Maven, vous savez Maven, votre JavaScript il est dans SRC, main, Java, main web app, etc. Bower, ça, un SRC main web app, il ne sait pas ce que c'est. Donc là, il va le mettre dans le bon endroit. Tout va être configuré pour que tout marche ensemble. Ça, c'est le truc de base, c'est l'idée de base, c'est ce qu'on a eu au bout d'un mois. Depuis, on a progressé. On propose aujourd'hui dans JHipster des sous-générateurs. C'est bien d'avoir l'appli, mais c'est mieux d'avoir une appli qu'on peut faire évoluer. Donc aujourd'hui, on a un générateur de CRUD, donc qui vous génère votre JPA, votre Spring Data JPA, votre Spring MVC REST, votre AngularJS, qui génère toute la stack d'un coup. Après, c'est un CRUD basique, il faut le modifier. Vous avez déjà tous les fichiers écrits, configurés pour marcher entre eux. Donc c'est quand même bien plus rapide que tout se taper à la main. Ça vous génère aussi des bins de service Spring, bon ça c'est plus simple. Ça rajoute beaucoup d'outillage par-dessus ce qui est fourni par défaut. Alors, pour Spring Security, on va dire le tord un petit peu pour que Spring Security comprenne bien ce que c'est que de l'Ajax. Vous avez déjà vu du Spring Security, je ne sais pas, l'exemple tout bête, Spring Security, vous avez une URL pour vous logouter. Il ne comprend pas que ça peut être un truc Ajax. Il vous logout, il part sur une page de logout. Donc ça, il a fallu le modifier pour qu'il comprenne que c'est un appel Ajax à la place. Il y en a plein comme ça en fait. Et on a rajouté des pages spécifiques pour avoir des audits de sécurité, pour avoir c'est mon truc d'après pour du monitoring. Metrix, il n'a pas d'interface graphique de prévu. On en génère une par rapport à ce que vous avez. C'est-à-dire que si vous rajoutez une entité JPA, Metrix la monitor et là il y a un écran de monitoring qui apparaît. Enfin, ça se rajoute dans l'écran de monitoring existant. Plutôt. Donc on a rajouté pas mal de choses comme ça qui plaisent bien aux gens parce que on va plus loin que juste faire un CRUD. On vous génère en plus on va dire des outils qui sont intéressants. Et après, on peut dire si ça vous plaît pas, vous les bénez. Hein. Il suffit de supprimer les fichiers, sinon c'est pas le plus compliqué. Et alors, là j'ai parlé génération d'appli. Après, il y a la vie du développeur au jour le jour. Et la vie du développeur, elle est embêtante parce qu'on a des serveurs qui sont... Enfin, on a un outillage qui est assez lourd pour coder.
Alors, côté JavaScript, ça a été résolu depuis quelques temps. C'est-à-dire que maintenant, il y a du live reload en JavaScript. Je vous fais une petite démo. Donc, en gros, vous modifiez vos fichiers HTML ou JavaScript, automatiquement, votre navigateur il se met à jour. Pour développer, c'est quand même plus sympa. Là, on l'a sur Gipster qui marche avec du HTML, JavaScript normal, mais on marche aussi avec tout ce qui est template, les systèmes de templating SAS, etc. Donc là, il y a une partie de compilation qui est nécessaire, qui ralentit un petit peu d'ailleurs, mais voilà. Vous n'avez pas le choix si vous voulez des templates plus puissantes que ce qui est en CSS. Avoir l'ensemble qui marche, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez fréquent dans le monde JavaScript. On l'a repris sur Gipster, mais c'est déjà un point assez sympathique. Côté Java, par contre, c'est plus rare, c'est-à-dire qu'en Java, vous savez, quand vous changez une classe, en gros, il faut arrêter le serveur, puis il faut recompiler, puis il faut redémarrer. Donc ça nous embêtait. Et ça, à la base, c'était pas du tout le but de Gipster, mais c'est un truc qui nous embêtait, moi qui m'embête depuis longtemps. Et Spring Source fournit un outil qui s'appelle Spring Loaded, qui est un outil qui vient de Grails, qui permet de recharger des classes Java à chaud. Et ce truc-là est titillé depuis un moment, et ça fait, je sais pas, 2-3 semaines qu'on bosse dessus. Et on a pas mal étendu le truc. Et pour une appli Gipster, je vous ferai une démo. On a du live reload sur beaucoup de choses. On fera la démo, vous me direz, mais on a quelque chose qui marche très bien. Et à tel point qu'on a été contacté par Spring Source hier pour le remettre dans Spring Loaded parce que finalement ça les intéresse. Donc c'est une partie qui ne restera peut-être pas dans Gipster, qui va peut-être repartir dans le module Spring spécifique parce que c'est pas de la génération. Enfin, ça n'a rien à voir avec un générateur de code, ça. Donc on va voir ce qu'on en fait. Mais en l'occurrence, ce qu'on génère aujourd'hui est un petit peu spécifique à ce qu'il y a dans Gipster. En fait, on a des raccourcis parce qu'on sait déjà les technos qu'on utilise, on sait dans quel répertoire elles sont, donc on peut aussi se débrouiller pour être un peu plus efficace quand on recharge des classes. On sait que, je sais pas, on aura du JPA et qu'elles sont dans tel répertoire, donc on peut être un peu plus efficace qu'un outil qui serait généraliste. J'ai parlé dev, il y a un dernier truc qu'on a un petit peu oublié mais que j'avais au tout début, c'était être prêt pour la prod. C'est bien d'avoir tout cet outillage-là, mais on voudrait un outillage qui marche bien en prod. Le souci, alors en JavaScript pareil, il y a donc avec toute la stack, on va dire qui vient généralement avec Yeoman, il y a ce qu'il faut pour minifier, compresser le JavaScript, les images, le CSS, etc. Après, bon, faut le configurer, et surtout, il faut le configurer pour que ça marche dans son appli Java, sachant que c'est l'appli Java qui fournit ces choses-là, il faut que l'appli Java lui mette les bons caches HTTP, fasse du gzipping, etc. Donc pareil, l'intégration avec le monde Java, elle n'est pas forcément évidente. Et puis l'application Java, vous voudriez aussi qu'en prod, elle n'est pas le même cache forcément qu'en dev, elle n'est pas la même base de données, etc. Et pas forcément les mêmes options. Si je prends, dans les exemples là, je sais pas, on a parlé de Timeleaf. Timeleaf, en dev, vous voulez que ça recharge à chaud les templates, en prod, vous ne voulez pas. Donc il y a des configurations un petit peu différentes à faire selon les technos. Et là aussi, dans Gipster, l'idée c'est qu'on vous fournisse deux profils Spring, un profil de dev, un profil de prod, et suivant le profil, vous avez un truc de dev ou un truc de prod, qui n'aura pas les mêmes compétences, on va dire. Ouais, ça vous va? J'ai prévu alors un tutoriel. Au début, je me dis, il n'y aura peut-être pas grand monde, on fera ensemble. On va pas le faire ensemble. Je vais enlever ça et je vais démarrer. Pour l'enregistrement, je vais démarrer le petit outil pour enregistrer ce qu'on fait. Et on va le faire pour de vrai. Pardon, vous avez des questions avant ou pas? Oui. Alors, Spring Security, Gipster, c'est entre autres un back-end REST. Ouais. Le principe d'authentification en REST, c'est qu'on est stateless. Et ah ouais. j'ai capté la 3.5 et j'utilisais quand même encore le mécanisme d'accession. On n'est pas en stateless. Pour la sécurité, c'est le seul truc. Alors, le seul truc qui fait qu'on est stateful, c'est la sécurité. Après, on peut le mettre en stateless, mais il faut authentifier le mec tout le temps. Oui. Donc, en termes de pertes, ça va être catastrophique, quoi. Mais parce que des appels REST, il y en a plein. Hein. Donc, voilà. Ça, là-dessus, il n'y a pas trop le choix. Enfin, soit on est stateful et on n'appelle pas le serveur. Enfin, soit on est stateless, on appelle tout le temps. Et à mon avis, en termes de pertes, ça va être violent. Mais bon. Mais enfin, à mon avis, ça se fait très bien. Enfin, Spring Security, il a un mécanisme comme ça qu'un cookie, et on peut se débrouiller pour le faire. Hein. Le paradigme de REST, c'est d'être stateless. Oui, mais on peut le. Enfin, Spring Security a l'option d'avoir un cookie, alors que personne n'utilise. Hein. Franchement, c'est dans la doc, mais
j'ai jamais vu personne en faire. Donc on peut très bien le mettre en stateless du coup. Après, il faut voir côté serveur les impacts parce qu'on va tout le temps taper. Enfin, si c'est un LDAP qui authentifie, c'est pas la peine, quoi. Là, j'aurais moins de doutes sur ce qu'on fait parce qu'on tape en base tout le temps, sauf qu'on a un cache, donc en fait on tape dans le cache. Donc ça va pas être bien violent au final, quoi. Justement, avec Hazelcast ou avec le Hcache Oui. dans notre cluster, on peut pas réussir C'est ce qu'on a là. à éviter ce passage en base pour la sécurité. Après, on pourrait faire un cache spécifique. Alors, on va le voir après sur Gipster, quand on fera le générateur, il y a deux niveaux si on veut là-dessus. Quand on génère l'appli, on peut avoir, donc, en termes de session HTTP, soit, on va dire, alors je sais pas l'option stateless parce qu'en fait c'est une option, on a une session point qu'on utilise ou pas, et après une option session cluster avec Hazelcast, donc on foutrait le truc dedans à mon avis et ça répliquerait. Et après sur le back, pour tout ce qui est cache de la base, soit on n'a pas de cache du tout, donc stateless si on veut, soit un cache Hcache qui est en local, donc là on monte pas en cluster, mais bon c'est le truc plus fréquemment utilisé, soit on est en Hazelcast où là on a un cache de niveau 2 distribué. Donc là, pour le coup, ça doit se caler. Et après, moi, sur le générateur, on a le choix. Après, ça serait un peu bizarre de faire un front stateless et un back en cluster, ou un front en cluster, un back en stateless. On peut jouer dans tous les sens. Bon, là, en l'occurrence, on a une session uniquement pour la sécurité, qui n'a rien dedans, enfin, qui a l'ID de sécurité. Donc, on va y aller juste en codant. Tout le monde voit à peu près? Ouais. Bon, donc, je vais me faire un nouveau répertoire, donc je prends une appli vierge. Hein. Bon, je viens de la créer, alors, tout est vierge, il n'y a rien. J'ai déjà installé Node et Gipster, c'est pas très compliqué, hein. Donc Node, ça s'installe, vous allez sur le site de Node, vous téléchargez, ça s'installe tout seul. Et Gipster, il faut faire un npm install de Gipster. Ça, normalement, c'est pas ça qui embête les gens. Je vais démarrer mon appli, donc là, je vais juste faire you tout court. Si vous faites you tout court, il vous propose donc tous les générateurs qui, moi j'en ai installé plusieurs, vous voyez, il vous propose de mettre à jour les générateurs, il a tout un paquet d'options. Donc moi évidemment, je vais prendre Gipster. Ah oui, alors je suis sur la version en cours de dev là. Donc si vous le prenez, vous avez tout qui doit à peu près marcher pareil, sauf le hot reload Java vu qu'on bosse dessus. Là j'aurai des trucs que vous n'avez pas encore. Et donc je lance, il va me proposer un certain nombre de questions. Je vais y aller un peu, je vais vous les décrire rapidement. On peut en rajouter évidemment, voilà, on voudrait un truc stateless, on pourrait rajouter l'option. Après je vais éviter d'en avoir 30 aussi. J'essaie de trier un petit peu. Les questions d'aujourd'hui, il y a quel est le nom de l'appli, donc ça c'est basique. Le package Java, là je mets par défaut, c'est pas très important. Là je suis dans les trucs plus intéressants. Le cache de deuxième niveau, qu'est-ce que je veux, est-ce que j'en veux pas, est-ce que je veux de l'Hcache ou est-ce que je veux de l'Hazelcast en distribué. Donc suivant ce qu'on prend, il ne va pas générer la même appli et il n'y aura pas la même config. Je vais prendre par défaut, enfin après, si vous voulez. Hazelcast il est distribué, donc si on est plusieurs et qu'on se lance, il se met en cluster. Sur plusieurs machines. Sur plusieurs machines. Si on lance la même machine, je ne sais pas s'il se trouve, hein. Mais non, si on a plusieurs machines, il se met en cluster, on l'a testé. Pour le coup, ça marche nickel. Hein. En termes de dev, c'est un peu plus embêtant, il est un peu plus long à démarrer au début. Parce qu'il doit un peu scanner le réseau, je sais pas. Mais à part ça, nickel. Deuxième option, c'est ce qu'on veut justement des sessions HTTP en cluster ou pas. Donc oui ou non. Alors on pourrait rajouter une troisième option, pas de session du tout, quoi. Donc oui, non, on n'a pas oui, ça serait avec Hazelcast pour le cluster. Est-ce qu'on utilise des WebSockets? Ah oui, une option pour utiliser Atmosphere, qui est un super outil pour faire des WebSockets. Donc on l'a mis en option parce que simplement ça rajoute pas mal de choses en plus. Donc ça ralentit un petit peu le démarrage si on n'a pas besoin. Puis il y a des petits bugs spécifiques à Atmosphere, alors ça dépend de ce que vous faites. Donc finalement on l'a mis non par défaut, mais bon, si je mettais oui, il y a des options en plus, il y a des écrans en plus, il y a des choses en plus qui arrivent. Ça dépasse un peu la soirée après. Mais si vous voulez, c'est assez marrant. Le WebSocket là-dessus c'est assez fun. Donc pareil, il vient tout configurer, il tape dans Spring, tout marche ensemble. Hein. Et ça marche avec AngularJS devant. En base de données, donc on propose d'abord une base de données pour la prod, donc soit du MySQL, soit du PostgreSQL. Pareil, je ne génère pas la même conf en fonction de ce qu'on veut en prod. Je reste sur le défaut. Hein. Et pour du dev, vous avez le choix entre trois bases, HSQLDB, donc en mémoire, MySQL ou PostgreSQL. J'ai mis par défaut HSQLDB en mémoire, ça me paraît plus simple pour développer. Après, je sais pas, sur MySQL c'est sympa aussi, après, ça dépend.
On peut mélanger, on pourrait en développer sur Postgres et être en prod sur MySQL. C'est un peu bizarre. Mais normalement, là, toutes les options vont dans tous les sens. Si on veut ajouter de l'Oracle, Ah, j'ai pas mis d'Oracle. Mais bon. On pourrait... Ah, je sais pas si on peut le rajouter facilement parce que les drivers Oracle, ils doivent pas être open source. Donc, ouais, ça va peut-être être embêtant. Ouais. Il faut les télécharger. Ouais, donc là, Oracle, spécialement et Oracle puis peut-être être embêtant. Ouais, peut-être être embêtant à installer Oracle, lui. Enfin, faut un truc à part, quoi. Bon, je les swap par défaut, hein, c'est pas le... et la dernière option que j'avais, c'était pour du Compass. Donc quand on fait du CSS, donc soit on fait CSS à la mano, comme tout le monde, enfin comme tout le monde anciennement, soit on a Compass qui est un générateur, enfin qui est un système de templates, on peut mettre par exemple des variables, et qui permet de générer des CSS, mais dans un langage qui est, on va dire, plus agréable et plus petit, plus concis que sur des CSS. Vous voyez, je sais pas, par exemple, vous voulez que tout soit en 12 points, bah là, vous pouvez avoir une variable, et dire comme ça tout est à la même taille, puis un tel il a 20% de la taille normale. Donc sinon il faut tout se taper. Donc c'est assez sympa. Je vais laisser un nom parce que je vous fais la démo de base, donc je laisse tout par défaut. Donc là ça me génère l'appli, et alors, il y a un plugin Maven Yeoman qui s'est mis aussi en route, et qui m'installe tout ce qu'il me faut en Node.js qui va me manquer. Typiquement là on voit qu'il installe Karma, il a installé PhantomJS, il a installé plein de trucs. Ça sera plus long si vous le lancez chez vous, parce que là, Maven, j'avais déjà tout mon repository rempli. Donc sinon, il y a 50 mégas de dépendance Maven qui arrivent. Par contre, sur Node, j'ai une install qui est locale. Alors si je fais un petit LL, ici, vous voyez, j'ai un répertoire Node module. Node s'est installé en local. Enfin, il a installé ses modules en local. Il y a une raison à ça, c'est que ça bouge beaucoup dans tous les sens. Et vous ne voulez probablement pas les mêmes modules que le projet d'à côté. Donc je ne les mets pas en commun. Après, ça, c'est un choix. Et donc là, ça m'a généré une appli. Alors, une appli de base. Je vous propose déjà de la lancer bêtement, pour voir ce que ça donne. Donc, Spring Boot me propose un plugin Maven. Donc, je fais juste mvn Spring Boot run, qui me permet de lancer l'appli. Ça, c'est le truc le plus simple. Donc, il me compile l'appli, il fait son petit truc habituel, et il la lance. Donc, ouais, Spring Boot qui se lance, qui me configure la base de données. Alors, dans le temps de lancement, je sais pas, il y a une bonne grosse moitié, c'est la base. Il faut lancer HSQLDB, il faut la remplir. Voilà, là, il me l'a rempli, et voilà, donc il me l'a lancé. Alors, 11 secondes pour l'appli elle-même, mais 17 secondes avec la machine virtuelle, le temps que la machine démarre. Donc là, si je vais sur mon localhost, ouais, je suis tout le temps sur des ports bizarres, il m'a généré l'appli. Donc là, j'ai mon appli qui marche. Je peux m'authentifier. Donc il m'a généré cette appli-là, qui est une appli par défaut. Donc on a une petite page de bienvenue, et on a alors des petites pages déjà faites, parce qu'elles nous paraissaient, alors celle-là, utile pour à peu près tout le monde. Donc une page, voilà, je change mes mots de passe. J'ai dit tout le monde en voudrait une. Une page avec mes settings. J'ai dit tout le monde en voudrait une. Celle-là, je vais venir juste après, il y a un truc de logout, enfin, on s'est dit ça, c'est ce que tout le monde voudrait. Et ensuite, on vous génère des pages d'admin. Donc, je disais pour la prod, Matrix. Là, voilà, il me dit que ma base de données marche bien, il me dit que mon serveur de mail il marche pas parce que je suis pas connecté dessus. Il va me dire des choses sur ma JVM, sur mes requêtes HTTP, sur mes ressources REST. Donc il va me donner voilà, le nombre d'appels, le min, le max, etc. Il voit aussi mon cache EH-cache, il va me dire tiens ton cache, on a appelé, je sais pas, une fois l'utilisateur, etc. Pardon, on en a chargé un, il y a eu 8 appels. Il y a eu un miss, la première fois il n'était pas dedans. On va aussi générer une page avec les audits de sécurité, ça c'est Spring Security, ben voilà, on s'est logué. Ah oui, alors, Spring Security lance 2 événements quand on s'authentifie, donc on l'a 2 fois, ça vient d'eux, pas très grave. Donc il va nous dire voilà qui s'est connecté, et ça s'est bien passé. Et on va générer aussi une page pour gérer les logs, qui est un petit peu long à s'afficher. Ah, ouais, s'il y a des logs très longs. Attendez, je vais faire... Voilà, là il y en a moins. Et pour chaque log, ben, je peux changer le niveau de log. Je peux le mettre en info ou en trace, enfin, à chaud. Et on vous génère aussi une appli qui est internationalisée. Donc par défaut, on est en 3 langues, anglais, allemand et français. Si je vais sur la home page, là je suis en anglais, je peux passer en français, je peux passer en allemand. L'allemand n'est pas toujours nickel. Il ne détecte pas la langue du navigateur. Si, normalement, si. Normalement, il détecte, oui, pardon, je répète Normalement, il détecte la langue du navigateur.
Après, je ne vais pas plus tester que ça, mais normalement, oui. Ah oui, si, ça le détecte côté AngularJS, parce qu'il y a un gros... Alors, parmi les trucs comme ça qui ont l'air tout bêtes, voilà, ça fait partie des machins, où on dit, tiens, ça a marché tout seul, on va être tranquille. En fait, pour que ça marche entre AngularJS et Tamif, c'est pas simple. En fait, ils utilisent tous les deux un cookie pour stocker la langue, sauf qu'il n'est pas au même format. Donc on a un intercepteur, on a tout un bazar. Et là, pour le coup, il y a un paquet de code d'intégration. Alors, je vais vous faire un petit coup de Tamif. Là, vous voyez, toute l'appli a des single web pages. Mais si je fais par exemple une page d'erreur, je fais un 404, là c'est une page à part, là c'est Tamif. Ah ben, qu'on n'a pas traduit. Ah si, on a traduit en partie. Right, Möglichkeiten. Et ben là, pour le coup, pour que ça marche entre AngularJS et Tamif, ben, il faut qu'ils soient d'accord sur le cookie et sur qu'est-ce qu'on écrit dedans. Et franchement, il y a un bon petit paquet de code pour que ça marche. Ça fait partie des trucs qui... Bon, ça tombe pas à ce que ce soit embêtant. Et en fait, on y passe plein de temps. Et quand on fait une appli, je sais pas, on dit au client, voilà, on fait une appli avec multilingue, on s'attend pas à passer 2 jours à coder un truc comme ça qui est juste du code technique bête. Et ça fait partie des trucs qu'on génère. Côté internationalisation pour Angular, je crois qu'il y a un module officiel qui a été développé récemment. Alors on est sur Angular Translate, qui est un truc très populaire. Après, je sais pas si c'est vraiment officiel. C'est ce truc-là, qui est très très populaire. Hein. Parce qu'eux, ils ont fait une nouvelle release. Ah oui, parce qu'ils parlent de nous juste là. Et ben juste ça, ça nous ramène un nombre de hits, mais c'est délirant. Donc si juste ça, ça ramène, je sais pas combien de centaines de hits par jour, j'ose pas imaginer combien ce qu'ils ont au global, mais ça doit... Eux, ils ont du monde. Et c'est un mec tout seul, apparemment, très sympa. Ouais, bah il m'a fait... il m'a mis le logo, mais j'ai rien demandé. Très sympa, le mec. Mais ouais, typiquement... Donc bah là, on a une appli... J'ai repassé en français, parce que moi, l'allemand, là... c'est un peu dur quand même le soir. Donc là, on génère une appli, on va dire généraliste. On peut lancer comme ça en Maven. Et évidemment, l'idée, c'est après, c'est qu'on reprenne la main sur le code et qu'on la modifie. Et qu'elle vous donne, alors on va dire, il y a des pages toutes faites, je sais pas, le mot de page, je pense que tout le monde le voudra. Après, ça vous donne aussi des pages d'exemple pour faire les autres pages. Ah oui, attendez, je clique là-dessus, je vois que j'ai oublié de parler de cette partie-là. Pareil, ça fait partie des... C'était ça à la base, mon exemple sur les trucs compliqués à configurer. On s'est rendu compte que Spring Security, il y avait un système de Remember Me qui était sympa, mais pas terrible. Donc pour qu'il marche bien, en fait, il faut une table en base de données. Si vous avez le Remember Me par défaut, c'est un cookie, mais dans le cookie, il y a le login mot de passe un peu crypté. Donc en termes de sécurité, c'est tout pourri. Quelqu'un qui vous pique le cookie, eh ben, il peut se loguer à votre nom quand il veut. Donc pour que ça marche bien, bah, il faut une base de données, ça tombe bien, avec Liquibase, etc. On a ce qu'il faut. Donc nous on génère avec Liquibase la bonne table et la bonne config Spring Security pour que quand on s'authentifie, ça tape bien dedans. Donc ça déjà, premier avantage de Gipster, il y a tout qui marche ensemble. Mais en fait on allait plus loin parce que cette table-là, on s'est rendu compte, était assez basique. Et on voulait typiquement ici avoir l'option d'invalider les sessions. Donc vous savez comme sur Gmail, vous pouvez invalider les sessions distantes. Et puis on voulait aussi avoir un peu de log, donc là on voit mon navigateur, quand je me suis connecté, etc. Et l'IP, il n'y avait pas par défaut. En fait on a voulu avoir comme on a sur Gmail, ou maintenant il y a GitHub qui est pareil, avoir un petit, voilà, on sait qui s'est logué, on sait ce qu'il a fait. Et sinon, oui, puis on a aussi la chose, alors ça vient de Spring Security, si quelqu'un vous pique votre cookie et se log à votre place, donc le premier coup, ben, il peut y aller le mec, il n'y a aucun moyen de se rendre compte qu'il vous a piqué le cookie, mais si vous reloguez derrière, en fait il y a un token qui change, et comme c'est pas le même, on le voit, et donc ça fait une alerte de sécurité, et c'est logué, et le mec est délogué. Donc on a un truc qui est quand même vachement avancé par rapport à ce qui est fourni par défaut en Spring Security. Il y a un bon gros boulot là-dessus. Puis pareil, c'est intégré, du coup, on a les pages toutes faites. Donc si vous les voulez, ben, c'est tout fait. Si vous les voulez pas, vous les effacez, quoi. Ça, c'est mon appli par défaut. Ah là, il y a 2 rôles par défaut. Bah, il y a user et admin. Bon, après, on peut en créer autant qu'on veut, hein, mais... non, là, on a fait simple. Hein. Par contre, il y a 2 rôles. Oui, là, je me suis logué en admin. Si je me déconnecte, je peux faire user. Ah merde. Oula. Ouh. Ouais, c'est le vieux truc. Hein. Je sais même pas comment s'auto-complète ça. Et là, je suis user, évidemment, je vois moins de trucs. Je vois pas toutes les pages d'admin. Et bon, c'est juste moins complet. Ça, c'est mon appli par défaut. Bon, je veux dire, elle est sympa comme ça. Ce qui est intéressant, c'est tout le discours que j'avais avant. Déjà, tout ce qui est dev, tout ce qui est prod, et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut générer d'autres pages.
Donc l'appli, je vais l'ouvrir déjà. Attends, je vais killer le Maven. Ah oui, ben... Attends, juste un dernier truc tant que je suis sur Maven quand même. L'appli qui est générée, elle a des tests unitaires, etc. Donc là, si on fait Maven test, ça a lancé tous les tests Java. Ici, ouais. Le temps que ça tourne. Et si, bah attendez, je vais aller sur la fenêtre d'à côté, parce que je suis un peu violent avec mon Mac. Si je... Oula, cd test. Si je fais grunt test, là, ça lance mes tests JavaScript avec Karma et PhantomJS. Donc là, ici, j'ai mes tests d'intégration côté Java, enfin tests unitaires et d'intégration, je tape dans la base et tout. Et là, j'ai mes tests PhantomJS. Donc PhantomJS, voilà, j'ai 6 tests, ils sont passés. Et puis là, j'ai mon Java qui passe, qui prend un peu plus de temps. Évidemment, quand je package l'appli en prod, je passe l'intégralité des tests à la fois back et front. Je vais aussi avoir l'ensemble qui marche, c'est un peu de boulot. Voilà, ça me l'a buildé. L'appli, je vais l'ouvrir. Vous avez vu, je l'ai créé from scratch, donc on va l'ouvrir. Il s'appelait test avec IDEA. Ah, qui s'est ouvert en tout petit. Et oui, on me fait le coup à chaque fois. On est en Java 7. On s'en fout de la conspring pour ce qu'on va faire. Donc il m'a géré une appli. Donc d'une part ici une appli Java, on va dire classique. Hein. Là j'ai ma config, mes objets de domaine, mes repositories, ma sécurité, ma couche service et ma couche web. Rien d'extravagant. Si j'en ouvre un au hasard, je vais aller sur la partie REST. Hein. J'ai du Spring MVC REST assez classique. Hein. J'ai un address controller, un mapping, etc. Ce qui est intéressant, c'est en fait, surtout, de mon point de vue déjà là, c'est les classes à la racine. Vous voyez, j'ai une classe application, ça c'est Spring Boot qui me la propose. Et elle, ce qui est sympa, c'est que si je fais un clic droit dessus Run, bah, ça va me lancer l'appli. C'est Spring Boot qui se débrouille. Et là, en termes de dev, au lieu de lancer un Maven, etc., d'être embêté, bah, je peux tout lancer dans mon IDE facilement. Là, je l'ai lancé normal, j'aurais pu lancer avec le debugger, je pouvais débugger facilement. Donc déjà, c'est plus agréable. C'est aussi un petit peu plus rapide. Normalement, ça prend 11 secondes à démarrer. 12 parce que, je sais pas, il y a QuickTime derrière qui enregistre, je sais pas. Mais bon, ça me lance l'appli comme ça, c'est assez sympa. Et puis, ah oui, alors pour la partie JavaScript, donc ça m'a généré ici toute l'appli JavaScript. Ça, c'est mes scripts à moi qui m'a généré. Donc ça, c'est mes contrôleurs générés. Et là, j'ai tous mes composants Bower. Donc si j'installe un nouveau, je sais pas, un nouveau composant Bower, il va se mettre là-dedans. Ou si je fais un Bower update, il va tout mettre à jour automatiquement. Je ne vais pas le faire parce qu'imaginons qu'il y a un bug dans un truc, ça va me péter toute la démo. Si vous voulez, on le fera à la fin. Mais là, si je fais Bower update, ça m'update tout. Donc là, j'ai tout qui marche pas mal. Et puis j'ai une appli que je peux démarrer en ligne de commande et que je peux débugger facilement. Donc déjà, c'est assez sympathique. Cette appli, donc je suis en train d'hésiter sur deux parties à vous montrer. Cette appli, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Bah, tiens, le mot de passe, on enregistrer le bon. Donc c'est l'appli qu'on a vue tout à l'heure. Elle est agréable à développer. Par contre, vous voyez, j'ai mon modo développement. Et puis, si je fais un petit audit, ben, c'est une appli qui n'est pas très bien faite pour de la prod. Pour la bonne raison que voilà, j'ai plein de JavaScript différents. J'ai pas de cache, enfin voilà, c'est une appli bien pour le dev. Là, je change n'importe quoi, ça marche. Par contre, pour la prod, c'est pas terrible. Pour ça, j'ai deux profils Spring. Par défaut, je suis en profil de dev et je peux passer en profil de prod. Attendez, je vais repasser sur Maven en fait. J'aurais dû rester là parce que sur Maven, c'est plus marrant. Donc, je fais un package, -p prod. Pour pas se retaper les tests, comme tout le monde, je fais -d test. Parce que tester, c'est douter. Donc ça me génère l'appli. Ça me génère, alors ça lance d'abord Node.js qui va tout me concaténer, me minifier, etc. Ça va me builder tout le Java. Alors ça passe les tests quand on n'a pas fait -d skip test. Et Spring Boot me génère un war. C'est le même système que ce qu'on avait là quand j'ai cliqué, que j'ai fait le clic droit application run. Sauf que là, Spring Boot me génère un war exécutable. Alors le war exécutable, il est un peu spécial. On va aller voir sa tête. Voilà, il est en train de le construire. En fait, Spring Boot génère d'abord, je vais aller dans Target. Spring Boot m'a généré deux wars.
il y a un war original, qui est le vrai war. Si vous voulez un vrai war, c'est celui-là, qui ne s'est pas fait bidouiller. Ça peut être intéressant, il y a des serveurs DAC qui n'aiment pas le war bidouillé. Donc, moi, typiquement, pour déployer sur Tomcat, c'est celui-là que je vais prendre. Ou là, j'ai déployé hier sur CloudBees, c'est celui-là que j'ai pris. Je ne prends pas de risque. Après, l'autre war, qui est censé être un vrai war aussi, mais qui s'est fait un peu bidouiller, il y a une particularité, c'est qu'il est exécutable. Si je fais java-jar de mon jar, j'ai killé l'autre. Donc là, ça me lance l'appli en mode war. Donc ça, déjà, pour ma prod, c'est plutôt sympa. Je leur file juste un fichier. Si c'est de la prod qui sait ce que c'est qu'un Tomcat, ils peuvent le déployer sur Tomcat. Si c'est de la prod qui comprend rien à rien, bah, ils ont un exécutable, ils le lancent. Ça peut être... enfin, rien à rien. Ça dépend. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment bien avoir des wars exécutables. Là, ça me l'a lancé normalement. Donc, je suis toujours, par défaut, en fait, je suis toujours en mode dev. Ah, bon. Du coup, le war, Il intègre un Tomcat. C'est pour ça que si on le lance dans Tomcat, en fait, Tomcat le voit. Et il dit, tiens, il y a des jars de Tomcat qui sont là-dedans, donc je les vire parce que c'est moi Tomcat. Ça marche bien, mais moi, le message de warning, il me plaît pas trop. Donc je préfère avoir le war sans Tomcat quand je suis dans Tomcat. Donc là, je l'ai lancé par défaut, ça m'a fait le truc de dev de tout à l'heure. Et par contre, si je fais un moins... Alors ça, c'est du Spring normal, c'est du Spring avant le 4, c'est sûr. C'est moins Spring profil active prod. Si je fais ça, la Spring, il voit que je suis en prod, et il va me lancer l'appli en prod. Donc l'appli en prod, alors déjà là, on va taper sur mon MySQL, je vais avoir un cache plus agressif, je vais avoir plein de trucs en plus. Je vais avoir moins de logs ici, parce que là, il va tenter de loguer sur Graphite, mais comme j'ai pas de Graphite, il va me faire une petite erreur comme que Graphite n'est pas là, normalement. Ah non, JMX. Non, il doit y avoir le Graphite quelque part. Enfin bon, c'est pas très grave. Il doit faire les deux alors. Et là, par contre, si je vais sur mon appli, j'ai plus le bandeau de prod, j'ai plus le bandeau de dev, donc là, je suis en prod. Donc l'appli va marcher pareil. Donc admin. Si je vais sur les sessions, on voit que c'est pas le même truc. Je me suis déjà logué avant, c'est mon MySQL qui me donne les données. Et par contre, maintenant, si je fais un petit audit, attends, je vais aller sur la page d'accueil pour la même page, quand même qu'on n'ait pas de... On triche pas. Voilà, là maintenant, j'ai un truc beaucoup plus performant. Alors, j'ai pas... Si on doit le voir sur l'autre, enfin, là tout est GZIP, tout est minifié, tout est au plus petit. Alors, il n'y a qu'un truc, quand on regarde ici, où on n'est pas tout à fait nickel. Alors, vous voyez, les CSS sont fait minifier, donc on a un truc tout concaténé, avec un ID unique, de manière à ce que, vous voyez, si on modifie, ça va générer un autre ID, du coup, le navigateur aura un cache invalidé, enfin, ça sera pas dans le cache du navigateur. J'ai pareil pour le JavaScript, pareil pour les images. Alors, tout ce que j'ai pas fait, c'est l'internationalisation, et puis ça, c'est des appels REST, donc c'est normal qu'ils soient pas cachés. Ah, puis mon petit hipster, c'est mon mec qui est là. Oui, alors l'image s'est fait minifier, mais en fait, ça fait pas grand chose, ça, pour le coup. Donc là, j'ai un truc en prod qui est quand même normalement bien plus efficace en prod, en tout cas pour la partie front. Là, c'est visible. Pour le back, croyez-moi qu'il y a plus de cache et que c'est pas la même base. Oh, et puis j'ai des erreurs de connexion MySQL, tiens, c'est intéressant. Je regarderai ce que c'est. Ça me fait penser comme pool de connexion utilise IcariCP, qui est une nouvelle pool de connexion qui est soi-disant plus rapide. Alors le code est super, après, franchement, est-ce que c'est vraiment plus rapide? A priori oui, mais bon, je n'ai pas pu se tester. Donc là, on a vu l'appli en dev normal et en prod. Donc ça répond déjà à un des premiers besoins qu'on avait, c'était d'avoir une appli qui soit performante pour la prod. On n'a pas encore vu toute la partie dev. Là, j'ai mon appli, on va dire, généraliste. Ce que je voudrais, c'est rajouter un peu de crude. Je vais revenir ici. Et donc là, j'ai des sous-générateurs que propose Gipster. J'avais le Gipster normal tout à l'heure. Maintenant, j'ai un Gipster Entity. Je vais l'appeler fou, parce que c'est mon truc par défaut. Et ça va me générer un crude là-dessus. On va voir ce qu'il me génère. Voilà, il m'a généré un certain nombre de classes. Il m'a généré une entité JPA. Si je clique là-dessus, ça peut l'ouvrir dans IDEM, on va la voir. Voilà. Ça va ouvrir une entité JPA avec, vous voyez, il y a le cache, il y a tout ça. Enfin, en fait, il voit la conf d'origine, donc il reprend la conf normale. Et par défaut, on a deux attributs, on a du texte et une date, parce que c'était le truc un peu plus classique. Donc, ça m'a généré donc, mon entité JPA. Ça m'a généré
si je reviens ici, ça m'a généré un repository Spring Data JPA. Ouais, et je vous l'ouvre. Lui, il est tout vide, parce que Spring Data JPA me génère tout. Ça, c'est très bien. Il m'a généré un contrôleur REST, dans lequel mon repository est injecté. Tout marche ensemble. Et qui me présente du CRUD sur toutes les méthodes, et qui va bien appeler le repository, je sais pas, sur le rest/fools, il me fait bien repository.findAll, tout me choper. Et au passage, ah oui, vous voyez le addTimed, ça c'est le monitoring avec Metrix. Donc là, il m'a généré un truc qui tape dans le back-end avec le cache et le monitoring, enfin j'ai tout intégré, donc ça c'est assez sympa. Et il m'a généré aussi donc, une page HTML et puis des fichiers JavaScript, donc un routeur, un contrôleur, un service. Attends, si je tape dedans, ah oui, du coup c'est le ouvert, ouais, enfin voilà, ça m'a généré une page HTML de base. Et enfin, il m'a généré aussi un test unitaire, parce que c'est important de tester. Il m'a aussi généré un test unitaire pour tester mon contrôleur. Qui est assez bien fait le test unitaire, c'est pas moi qui l'ai fait, le mec qui l'a. Son truc, c'est assez malin. Pour le CRUD, en fait, il peut générer en fait, un CRUD pour une table qui existe déjà dans la table, ou dans la base de données. Alors oui, ça c'est une bonne question, parce que le problème du CRUD, c'est la base. C'est la seule chose que je peux pas générer, c'est me générer la table. Donc là, pour le coup, c'est le seul truc où il y a un boulot manuel. En même temps, le CRUD qu'on génère, vous voyez, il a deux attributs bêtes. Après, voilà, ça dépend de votre métier. Donc là, il faut les écrire. Simplement, ils ne sont pas très compliqués à écrire, dans le sens où, si on regarde bien, tout est automatique à partir du moment où on les modifie dans l'entité. À partir du moment où si j'ajoute un attribut, Spring Data JPA, automatiquement, il le chope. Et Spring MVC REST, il le balance. Donc en gros, je voudrais rajouter un attribut, je le rajoute là, puis c'est tout ce que j'ai à faire. Donc finalement, se pose la question, est-ce qu'on met une option dans le générateur ou pas, vu que c'est très très bête à rajouter là. En fait, je voulais dire, en fait, est-ce qu'il regarde dans la base de données? Ah non, par contre, il ne va pas voir en base. C'est pas comme SpringFuse. Ouais. Non, on ne va pas voir en base. Donc, du coup, il faut le faire là, et puis il faut le faire aussi au niveau de la base. Alors, au niveau de la base, j'étais pas allé pour... Donc, on a Liquibase, donc on utilise pour générer la base. Et Liquibase, vous voyez, il a son petit formalisme pour générer une base. Ça, c'est l'étape qu'on propose par défaut. Donc, il y a du Spring Security, il y a tout ce qui est audit de sécurité. Il y a la séquence Hibernate aussi pour être multibase. Il y a l'étape d'audit. On fait aussi les foreign keys, voilà, pour les autorités Spring Security. C'est beaucoup de Spring Security. Et là, alors par défaut, je propose le change set qui va bien. C'est normalement ça qu'il faut s'écrire. Voilà, j'ai une colonne qui s'appelle comme ça, et voilà, c'est des varchar 50. Quoi. Ça, je ne peux pas savoir ce que vous allez vouloir. Donc, pour que mon entité marche, j'ai ça à faire. Et après, ça c'est aussi un autre choix qu'on a fait. On a généré 3 fichiers JavaScript. Là, ça dépend totalement de comment on veut utiliser son JavaScript dans l'appli. Donc, on a fait le choix de ne pas s'embêter et de laisser les gens eux-mêmes l'importer. Ça, c'est un petit choix personnel qu'on bougera peut-être. Donc, en fait, si je veux l'utiliser, il suffit que j'aille dans ma liste de fichiers JavaScript. Alors, cette liste-là est amusante parce que Bower la met à jour automatiquement. Si on rajoute du Bower, il va rajouter des lignes. Quand on fait du grunt, il minifie tout ça en un seul fichier. D'ailleurs, qu'on le voit ici, la conf, ça va être script.js. Tout ça va se faire minifier automatiquement. Et donc, si je rajoute mes 3 petits fichiers là-dedans, donc là, pour le coup, manuellement, je vais faire fou contrôleur. Attendez. Copier-coller. Fou routeur. Et fou service. Donc là maintenant si je redémarre mon appli, elle tourne nulle part ailleurs. Je vérifie juste si je ne l'ai pas laissé tourner parce que. Non. Donc si je redémarre mon appli, là ça m'aura généré donc le CRUD, j'ai bien fait la base, il va mettre la base à jour automatiquement. Et j'ai intégré dans mon routeur normal, donc tout va marcher. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça marche aussi avec, vous voyez, Grunt, Bower, tout va fonctionner ensemble. Là, ça me l'a lancé. Moi, je mets toujours 12 secondes, là, c'est marrant. Donc ici, si je suis dans l'appli, faut peut-être se loguer. Je me demande si j'ai pas mis. J'ai un léger doute sur si j'ai pas mis la sécurité. Donc là, si je prends mon routeur et que je vais dans fou, hop, il génère cette page-là qui est un CRUD tout bête. Hein. Donc je peux créer, un nouveau fou. Je peux l'éditer, je peux le déliter bien sûr, enfin bon, j'ai tout qui fonctionne. Après évidemment il faut le modifier selon les besoins métiers, là ça dépasse
Ça dépasse le truc. Tout ça, c'est assez sympa. Par contre, en termes de dev, vous avez vu, je suis embêté à deux niveaux. Je me suis logué, là, enfin, le JavaScript était un peu embêtant. Et puis aussi, le Java, bah, j'ai dû arrêter et relancer. Donc ça, c'est les deux trucs qui m'embêtaient le plus. Que j'ai mes fiches. Je vais vouloir améliorer ces deux parties-là. Attendez, je vais d'abord faire ça. On va d'abord parler que JavaScript, ça c'est l'outillage qui est mûr, qu'utilisent tous les gens qui font aujourd'hui du JavaScript moderne. Donc je lance mon bac Java comme avant, là j'ai touché à rien sur le bac Java. Par contre, côté JavaScript, je vais lancer Grunt. Enfin, Grunt va me lancer un truc avec du live reload. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est serveur, pardon. C'est des mots qui fait peur. Voilà, donc là, il me l'a lancé. Et là, maintenant, vous voyez, déjà, je suis sur le port 9000, c'est plus pareil. Et là, c'est Grunt qui me le sert. Donc, si je m'amuse... alors, l'écran, il est un peu limité. On va essayer d'avoir un truc où on voit tout sans trop s'embêter. Ah, close other. Ah, attendez, je vais prendre une autre page. Je vais prendre le main. C'est la page principale, c'est plus intéressant. Voilà. Donc ça, c'est la page qui s'affiche avec mon petit bonhomme. D'ailleurs, tiens, le bonhomme qui m'embête, pour le coup. Où est-ce qu'il est mon bonhomme? Ah, attendez, je fais un peu plus grand quand même, parce que là, il est mon bonhomme. Bon, écoutez, on va pas s'embêter. Voilà. Hein, ça, ça m'embête. Ah, il est dans la CSS principale, merde. Bon, vous voyez, ça m'a viré quand même le reste. Il m'a pas viré le bonhomme. Mince. Ah bah, il est là-haut, il est là-haut. Ah bah, attendez. Voilà. Voilà. Si je l'enlève, il est parti. Donc là, quand je développe, vous voyez, je rafraîchis pas le navigateur. Ça se met tout seul à chaud. Donc ça, c'est sympa. Alors, si j'avais du less, donc des trucs plus compliqués, ça marche aussi. Simplement, il y a donc Grunt va le recompiler. C'est un petit peu moins rapide. Par contre, il y a un langage plus sympa. Et pareil, tout marche à chaud. Donc là, si je fais, je sais pas si je fais H3 hello, ça va marcher. Donc ça, c'est déjà côté JavaScript très sympa. Par contre, je fais qu'une partie, ça, je pense que je surprends personne, je fais que la partie JavaScript, c'est top. Par contre, j'ai pas le back-end. Alors, le back-end, quand même, enfin, quand je dis back-end, là, alors, la plupart des générateurs Yeoman, ils vont vous faire que ça. Ils comprennent pas du tout le back-end. Il y en a quand même un truc qui est un peu spécial, parce que vous avez vu, je peux me loguer. Oh mince. Alors, admin. Voilà. Je peux me loguer, et j'ai des trucs qui marchent. Je sais pas, je peux changer mon mot de passe. Ah, je tape trop vite, je fais des bêtises. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a configuré un proxy qui tape dans les bonnes URL REST derrière. Là aussi, il y a un peu de taf d'intégration. Mais en fait, on a un front sur JavaScript qui a un proxy et qui tape vers mon back Java. Ça, déjà, plutôt sympa. Toute la partie dev JavaScript, là, j'ai un truc, on va dire, complet qui marche. Si vous faites du Gipster aujourd'hui, ça, c'est... voilà, vous pouvez y aller là-dessus sans problème. Après, évidemment, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va vouloir aussi un back sur lequel on peut développer à chaud. Ça, c'est un peu plus, voilà, un peu plus bêta, je dis tout de suite, mais on va s'amuser un peu avec. Quelle heure il est? On a un peu de temps. Vous avez des questions là sur ce... Non? Bon. On va faire un peu de Java. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais éteindre un petit truc. Là, ça a tourné, c'était du Java normal. Et alors, si on regarde application, voilà, j'ai rajouté un petit truc d'aide. Normalement, le main, voilà. Donc, il y a un truc à rajouter, une petite ligne magique, que d'ailleurs, il faudrait qu'on raccourcisse, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit aussi longue. Et cette petite ligne magique, quand je prends ma config ici, je rajoute ça, je la mets en grand. En fait, on rajoute un agent Java, donc c'est à la base qui est Spring Loaded, donc qui est fait par Spring Source et qui vient de Grails, et qu'on a beaucoup bidouillé, on va dire. Spring Loaded, par défaut, il voit quand on modifie une classe Java et il la recharge. C'est déjà extraordinaire. Par contre, il ne comprend pas quand on a du Spring, d'ailleurs, tout bêtement, ou du Jackson, ou n'importe quoi. C'est-à-dire que, je vais prendre Jackson, c'est le cas le plus simple. Jackson, vous savez, vous pouvez mettre des JSON ignore, des choses comme ça pour modifier votre Jackson. Très bien, Spring Loaded voit que vous avez modifié votre classe, il la recharge. Par contre, Jackson, il a un cache. Le cache, il n'est pas du tout au courant qu'on a modifié le truc.
Donc là, ce qu'on a fait dans notre plugin, c'est qu'on voit qu'on a modifié un DTO qui a un JSON minor, du coup on va invalider le cache. C'est là où il y a du taf, et où on est aidé avec Gipster parce qu'on sait déjà les technos que vous utilisez, donc c'est Jackson et Spring. On sait que vous faites, par défaut d'ailleurs, là ce qui va marcher avec Spring, c'est des @inject et des @autowired sur les champs, parce qu'on ne fait pas d'injection par setter. On pourrait le faire. Simplement, là on a une facilité parce qu'on sait déjà en gros comment vous codez et où sont les classes. Le travail qu'il y aura derrière à faire, c'est de le généraliser. Mais là on a beaucoup d'aide par rapport à Gipster là-dessus. Donc je vais mettre ça. Voilà, et je vais lancer mon appli. Donc là, elle va se lancer comme avant, simplement, il va y avoir des petits messages en plus, puis surtout, au lieu de mettre 12 secondes, elle va mettre, je sais pas, 17 secondes à se lancer. Voilà, ouais, un tout petit peu plus, parce qu'en fait, l'air de rien, il y a du boulot, on voit que là, il y a du reload qui s'est mis en place, voilà, ça a mis 16 secondes, il s'est passé un truc quand même. Et là, mon appli, si je vais dessus, ah oui, bah je suis pas délogué. Si, je suis délogué parce que j'ai changé de bac. Je vais me reloguer. Donc là, j'ai mon appli qui marche comme avant. Bon, je ne fais pas la démo du JavaScript, hein, on ne touche à rien, ça marche comme avant. Par contre, maintenant, j'ai du Java qui va marcher à chaud. Alors, sur quoi est-ce qu'on va s'amuser? Ce qu'on va faire, ouais. Je vais taper ici /cpp /rest/bout, ça n'existe pas. Ça va me faire requête HTTP qui n'existe pas. C'est embêtant, justement, je voudrais la coder. Je vais prendre pour l'instant, je vais y aller simple, hein, je vais prendre une classe qui existe. Je vais copier-coller ça, comme un bourrin. Je vais faire rest/bout. Je vais l'appeler ma méthode bout. Et je vais faire un return. Oula. Return bout. Vous êtes d'accord que ça, normalement, ça marche pas. Alors je fais CTRL M, enfin j'ai construit mon code, il y a quand même un truc que je fais. Et, attendez, je voulais pas que ça disparaisse. Il s'est passé, voilà, il y a des reloads en in progress, vous avez vu. Si je vais là maintenant, ah, la méthode elle s'est rajoutée. Ça, normalement en Java, on ne peut pas trop rajouter de méthode. Je vais le faire un peu plus vite. Vous voyez ma méthode, j'avais un argument en trop. M'embête. Normalement c'est... Oula. Oui, forcément. Ah, c'est pas le bon. Merde. Ah, j'ai jamais testé. Ah, bah on va voir si ça survit à du gros bazar. Ah bah non, ça n'a pas compilé, donc ça n'a rien fait. Celle-là, voilà. Là, ça a compilé. Si je viens ici. Ah oui, pardon, j'aurais dû changer le texte, parce que sinon ça refactored. Voilà. Si je change pas le texte, je peux penser que je triche. Voilà, il est passé. Donc là, je peux rajouter des méthodes, y compris des méthodes Spring MVC REST. Il ne comprend pas que seulement le rajout de la méthode, il comprend que c'est une méthode Spring MVC REST et qu'il y a un handler à rajouter, quoi. Je peux modifier les méthodes, je peux tout faire ici. Donc déjà, c'est assez sympathique. Maintenant, je sais pas vous, mais moi, ça me suffit pas, c'est que je voudrais justement rajouter, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, un service métier. Gipster service. Donc là, c'est le générateur, donc je vais l'appeler bout, bout service. Donc il me génère. Alors, j'ai le choix, c'est du Spring, soit j'ai une interface, soit j'ai pas d'interface. Je n'ai pas d'interface, je fais du CGlib, un truc en plus le plus bourrin possible. On n'est pas là pour rigoler. Donc il m'a généré ici, voilà, un bout service, qui n'existait pas avant. Et bout service, il va avoir une méthode, public, string, bout, qui me retourne bout from service. Et évidemment, ici, ce que je voudrais, c'est l'injecter à inject private bout service. Voilà, on l'importe, bout service. Et ici, on fait un return bout service point bout. Je sais plus ce que j'avais écrit. En fait, oui, il faut une chaîne de caractères. Bout from service, c'est bien. Pareil, je compile, je reviens ici. Allez, bout from service. Il a vu que la classe était arrivée, il a recompilé, il a vu que c'était un min-spring, il a configuré comme min-spring, il a vu qu'on l'injectait dans l'autre classe, donc il est dans le bon sens, il l'a injecté et en gros il a tout fait, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est quand même tout qui marche. Hein. Après, je dis tout de suite les limites,
toute la partie base de données, évidemment, on a des limites, surtout avec Spring Data JPA qui fait beaucoup de choses. On va bosser dessus. Après, sur la base, je suis toujours un peu embêté parce qu'on est forcé de devoir aussi faire le SQL. Donc après, alors on peut aussi monitorer. On voit en fait, quand le fichier Liquibase est changé. Donc on peut voir quand le fichier Liquibase est changé, on repasse. Bon, c'est peut-être un peu loin. Là, en l'occurrence, sur toute la partie front, j'ai tout ce qui est contrôleur, on peut tout modifier à chaud. Tout ce qui est service, on peut tout modifier à chaud. Et j'ai, alors sur l'AOP, on a quasiment tout qui marche. Ça dépend des cas de ce que vous faites. En gros, si ça existait déjà avant, ça marche. Surtout si c'est au niveau de la classe. Vous savez, un add transactional au niveau de la classe, là, le list loading, il va marcher. Si vous l'ajoutez plus dans la classe, ça dépend de ce qu'on fait. Sur la sécurité, on a quasiment tout qui marche. Donc, à mon avis, on l'aura dans pas longtemps. Après, c'est un peu spécifique en fonction des aspects que vous faites. Donc, quand on y va violemment, je veux dire, on rajoute une classe, on rajoute une méthode, on peut peut-être avoir des petites limites sur l'AOP. Mais bon, c'est... Oui. Le Spring Loading, il est dépendant de Spring Boot. Oh non, il n'a rien à voir avec Spring Boot, en fait. Il vient de Grails. Aucun lien. Enfin, on est capable de l'utiliser sur n'importe quel JVM qu'on démarre. Ah, ça marcherait, bah là, oui, non, ça marche partout, oui. Et en fait, Spring Boot, Spring Loaded, il voit vraiment, il recharge des classes Java, il n'est même pas vraiment spécifique Spring. D'ailleurs, il n'est pas du tout, parce qu'à la base, on a dû rajouter tout ça, parce qu'il ne le voyait pas. Il comprenait rien, Spring, il ne comprenait pas. En fait, là, ce qu'il comprend, c'est qu'on a fait un at inject, et que ça veut dire quelque chose. Il comprend aussi qu'il faut que le service soit chargé avant. Donc il va piger tout ça, quoi. Voilà, évidemment, après, si je peux vous faire, pas évidemment les points sur le truc, le bout service, j'aurais pu l'injecter dans de l'AngularJS et vous l'afficher sur la page. On fait tout le truc, tout marche à chaud tout le temps, quoi. Après, ah oui, attendez, si, pour faire le truc un peu ultime, bout, ça m'embête comme nom, c'est pas bien. Je vais le refactorer. C'est aussi en Java, normalement, je vais l'appeler message. Alors, attends, je vais aussi mettre refactor parce que sinon. Donc là, hop, allez, voilà. C'est quand même quasi, c'est très très rapide, quoi. Et donc là, j'ai même le refactoring qui marche, pareil, il va le faire dans le bon sens, il me réinjecte et tout. Plutôt sympa, non? Donc ça, ça devrait partir chez Spring Source a priori. Ils en voulaient pas au début, puis maintenant ils en veulent bien. Parce qu'ils ont vu que c'était pas mal. Vous avez des questions? Bon, l'utilisez pas tout de suite, hein, ça c'est... Enfin, si utilisez, en fait, si ça pète, c'est pas grave. Hein. En fait, là, dans les 95% du temps où ça marche, ben, tant mieux, on gagne un reload. Et le jour où ça pète, eh ben, c'est pas grave, hein, on arrête, on relance, et puis on est revenu dans le monde d'avant, quoi. Donc finalement, on n'a rien perdu, quoi. Un projet qu'on a initié avec une version Gitster. Ah, les mises à jour. Ah oui, c'est une bonne question. Comment on fait pour faire les mises à jour? On est embêté. Non, on n'est pas. Enfin, ça dépend des mises à jour qu'on fait. Alors moi déjà dans les changelogs, à chaque fois j'ai fait le truc normalement. Mais à la base, attends, je vais faire une mise à jour. Je vais faire une bêtise en fait. Je vais modifier le Gipster carrément. Je vais modifier le générateur pour voir ce que ça fait. Donc on va dire j'ai modifié la page. Qu'est-ce que j'ai modifié? Bah, tiens, la classe main là, je vais la modifier. Voilà, celle-là je les modifie. Je rajoute sur le main là, je rajoute. Oh, je fais que ça, on s'en fout de toute manière. Donc je la modifie, je fais une nouvelle version. Donc toi, quand tu fais yo, tu peux le mettre à jour. Moi c'est tout de suite à jour parce que je suis direct sur ma version bêta. Hein. Donc tu le mets à jour et après quand on fait yo Gipster, Gipster, il va me reposer les mêmes questions. Alors ça, les questions, normalement je m'en souviens, donc je ne peux pas forcer de les reposer. Je les laisse parce qu'au cas où il y a des questions qui soient changées. Mais bon, ça c'est un truc à voir. Donc là, je mets les mêmes réponses. Je pourrais les mettre par défaut. Et là, donc les classes qu'on peut modifier, on fait rien. Il met identical. Et là, il met conflict. Ah oui, c'est un deuxième truc bien. J'ai aussi modifié des classes moi-même. C'est-à-dire que là, il y a deux modifications. Il y a le changelog que j'ai modifié moi-même en codant, quand j'ai fait ma démo. Et il y a aussi le générateur qui ne génère pas le même truc. Donc pour chaque modification, il ne sait pas quoi faire. Et là, il me propose plusieurs choix. Là, on voit, j'ai donc yes, no. Et puis après, j'ai plusieurs choix. Moi, j'aime bien faire un petit diff. Donc, il va me faire un diff avec, ah, c'est ça que tu as modifié, effectivement. C'est ce que j'ai effacé tout à l'heure. Avec en vert, ce qu'on a changé, etc. Donc soit j'ai ça, qui est le truc, on va dire, normal. Donc là, je vais faire no do not overwrite. Voilà, c'est l'application. Fais-moi un petit diff. Et il va me mettre, voilà.
J'ai rajouté des espaces, c'était ça. Donc il l'a vu, il me fait le diff. Donc là, bon, on va dire celui-là, je vais l'écraser. Donc voilà, on en a plusieurs comme ça. Je vais faire no sur les autres parce que j'ai pas envie qu'ils me bousillent tout. Moi, franchement, ça je le fais pas. J'y vais comme un bourrin, j'écrase tout. Et comme je suis sous Git, je fais le diff avec Git parce que j'ai plus d'outillage, je trouve avec Git. Après, c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'il va m'écraser mon index et je vais plutôt revenir dans Git et puis voir un diff entre mon code et le truc généré. Bon. Après là, ce qui se passe aujourd'hui, alors les seuls vrais modifs qui embêtent les gens, parce que là, soit on a des classes qui sont assez techniques, les gens n'y touchent pas, donc en gros ils réécrasent ce qu'on a fait, soit on peut avoir, alors les peu de classes qui vont embêter les gens, typiquement là c'est la base de données, ouais, de manière c'est le plus embêtant. Si je rajoute une table en base, le problème c'est que la personne qui a déjà généré, il a déjà sa table en base. Enfin il a déjà l'Equibase qui est passé, et l'Equibase il fait un MD5, il se souvient de ce qu'il a fait. Je rajoute une table, moi, ben, je vais toujours mettre dans le changelog ça. Parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que toi, quand tu réexécutes, il faut rajouter la nouvelle table toi-même. Donc c'est un nouveau change set, c'est pas très compliqué. Mais si tu es au courant, c'est pas dur. Si tu n'es pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé, ça fait bizarre. Il n'y a pas de grand-chose normalement d'embêtant dans les montées de version. Sachant que les montées de version, j'en profite aussi pour mettre à jour le pom.xml. Donc on a les dernières versions de toutes les librairies. Je mets à jour. Ah oui, alors un truc super embêtant. Parce que quand même, il y a pareil, parmi les trucs où on s'embête bien, il y a tout ce qui est Bower. Ah oui, je ne suis pas dans le... Bower, je force le numéro de version ici, et ça pareil, pour avoir tout qui marche bien, avec les bonnes versions, généralement il y a toujours un mec qui a fait une version pourrie quelque part, quoi. Enfin, très souvent. Sur Bower, et encore pire sur Grunt. Grunt, c'est l'horreur, il y a toujours... c'est ça son fichier de conf. Il y a toujours un mec qui a pourri un truc. Donc quand tu montes de version, c'est moi qui me suis embêté à faire tous les numéros de version pour qu'ils marchent à peu près bien. Et puis si jamais il y a un bug, au moins c'est commun à tous les utilisateurs de Gipster. Parce que moi, typiquement le bug qu'on a très souvent, enfin le type de bug qu'on a souvent, là en ce moment on doit bloquer les images, on les bloque. Je sais pas où il est. Tiens, ah non, TimeGrunt, voilà. Lui il a un bug que sous Windows. Donc avant de s'en rendre compte, il faut un mec sous Windows. Pareil sur les images, il y avait des problèmes le jour que sous Windows. Parce que je suppose qu'on optimise les images, j'utilise des librairies natives, et ça ne marche pas sous Windows. Donc avoir un truc, on va dire commun avec les autres utilisateurs, où on corrige les bugs ensemble, c'est pas mal, quoi. Et les montées de version, c'est peut-être mieux comme ça. Après, ah oui, ben, j'avais dit que je le ferai à la fin, parce que là maintenant, c'est pas grave si ça pète. Je vais tout mettre à jour, je fais Bower Update, et là il met toutes mes librairies JavaScript à jour. Ah non, j'ai tout bloqué, justement, pardon. Là j'ai tout bloqué, pardon. Justement, parce que ça t'a pété tellement de fois, j'ai tout bloqué. Là, si je voulais les mettre à jour, je peux faire sur... qu'est-ce qui a dû bouger? Angular, il bouge tout le temps. Je vais faire un... mince. Replace de ça par... Alors, sous Mac, tilde. Ah, bah alors... Bah, tu veux pas copier-coller, bon. 2.13. Donc là, ce que je lui dis, c'est que si une... Qu'est-ce qui se passe, hein? Bah ouais, mais pourtant j'avais... Non, j'ai fait des bêtises. Replace all. Voilà. Donc là, ce que je lui dis, c'est... s'il y a des versions plus récentes, tu les prends. C'est forcément qu'il y en a. Donc là, on a les dernières versions de tout le bazar qui devrait arriver. Voilà, donc il m'a passé, j'étais en 1.2.13, je suis en 1.2.14, build, bazar machin. Et ça m'est arrivé plein de fois que là-dedans... ça plante. Donc c'est ça que j'ai arrêté parce que c'est infernal. C'est-à-dire que toute l'appli marche et puis il y a un mec, l'autre fois c'était un dimanche matin, ça marche pas. Bah, parce qu'il y a quelqu'un qui est mis à jour. Donc là, il y a aussi, dans ce qu'on fait, il y a aussi un travail de vérification que tout fonctionne bien les uns avec les autres. Ce qui n'est pas forcément évident, entre le back et le front, ça fait quand même pas mal de choses. Et là, en théorie, ça marche. Ah, je crois que j'ai rien arrêté. Ouais, enfin, je suis en nouvelle version d'AngularJS là. Wow, ça n'a rien fait. Ça n'a rien pété. Voilà, je sais pas, vous avez d'autres questions? La question des exceptions dans un BCRS, c'est au programme. Ah oui. Alors là, les exceptions, elles arrivent. J'ai tout ce truc qui tourne en fait. Ouais, bah on va voir si ça marche en live. J'étais dans mon... il était où mon... Reste à contre-source. Il est là,
si je fais un throw new runtime exception, bouhou, voilà. Oui, bah là forcément on va jamais y arriver. Ouais. Attendez, je vais arnaquer le compilateur parce que je suis pas sûr qu'il aime bien if true. Ça, généralement c'est le top ça. Ah, du beau code, voilà. Du beau code. Donc si je viens ici, ah bah j'ai quitté bout. Il était où bout? Ouais, c'était slash app slash bout. Voilà, j'ai une erreur, internal server error, là c'est Tamif qui prend le relais. Et côté serveur, alors pour l'afficher là, hein, et côté serveur j'ai une belle stack trace qui va me dire normalement, ah ouais, qui me dit voilà, runtime exception bout à tel endroit. Donc là j'ai tout qui fonctionne bien. Pensez-moi aux intercepteurs d'exception dans le DCRF, peut cacher, intercepter. Ah oui, les exceptions qu'il y a dans Spring MVC. On a le truc par défaut, donc. Bah ça, ah oui, bah, par défaut ça balance dans une page d'erreur. Enfin c'est Spring Boot qui. Spring Boot le configure. Ah oui, pardon, ça c'est le Spring Boot normal. Spring Boot configure Spring MVC REST pour qu'il y ait une page d'erreur qui s'appelle error, faite en time if. Et c'est ce qu'on a. Oui, là on a un mélange de ce qu'on a fait et des Spring Boot qui marchent bien ensemble. Ça c'est les Spring Boot par défaut, c'est pour ça qu'on n'a pas de conf. Alors, Spring Boot, c'est l'un des petits défauts de Spring Boot, c'est qu'il y a plein de choses comme ça qui sont faites par défaut, qui sont très bien faites. Alors là, typiquement, voilà, une page d'erreur par défaut, elle s'appelle error, très bien. Simplement, c'est pas documenté. Donc par défaut, ça s'appelle white label error page. Donc déjà, on arrive là-dessus, on est content. Et avant de la virer, en gros, c'est taper le code parce que c'est pas documenté. Donc voilà, c'est petit. Mais Spring Boot est récent. Et je pense que c'est aussi l'intérêt d'avoir du Gipster, c'est d'avoir un truc qui devient avec un truc plus clair et plus documenté, quoi. On les temps sur pas mal de choses. Ah oui, leur page par défaut est toute moche. On a une page qui est, on va dire, plus jolie. Bon, après. La documentation. Ah oui, la documentation. Ah oui, pardon. Si vous voulez, très bonne question. Parce que je finisse par de la pub. Si vous voulez participer, avoir la doc, etc., on a un magnifique site web avec un beau hipster. Où vous avez, alors d'une part la presse qu'on vient de voir, qui est ici, des screenshots, oui, les release notes justement pour les mises à jour. On doit y avoir, là j'ai modifié la base. Ouais, j'ai mis un warning. On a modifié la base. Vous explique un peu tout. Alors sur l'install, c'est pas très dur. Ah oui, alors si vous faites l'install normal, parce qu'on a aussi un install Docker si vous voulez faire du Docker. Ça marche pas trop mal avec Docker, franchement. Bon après là, ça devient hipster à mort. Mais ça marche pas trop mal, franchement. Et puis, ce qu'on vient de faire là, créer une application, on vous explique un petit peu ce qu'il y a dans chaque étape. Créer une entité, pareil, chaque étape, tout est clairement décrit. Et puis, ce que font les fameux profils de dev et de production, on vous les décrit plus précisément là. Alors en dev, on va vous décrire aussi alors vers la fin, parce que là, le hot reload en Java, je le mets à la fin, parce que je sais que c'est un peu, voilà, c'est un peu chaud. Et puis pour la prod, on va vous décrire plus précisément ce que ça fait, les war exécutables, le war pas exécutable, ce qu'on fait pour optimiser le JavaScript, le zipping, le cache, le monitoring, on va tout vous expliquer clairement. Et si jamais ça ne va pas, il y a soit vous nous contactez sur Twitter, Java Hipster, soit on a un tag sur Stack Overflow, c'est quand même la classe, où il y a des gens qui posent des questions. Après, c'est pas mal pris par un certain, je vais pas dire de nom, il parle pas français, il va pas me comprendre, mais alors lui, il pose tout le temps des questions bêtes, donc au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. J'espère qu'il est pas là. Non, mais après, il a du mal, mais il n'a pas compris que c'était du Java config, donc typiquement, j'ai pas de fichier XML, bah oui. Fallait lire la doc avant de partir dessus. Mais bon, c'est quand même pas mal, entre Stack Overflow et Twitter, normalement on vous répond. Ah, puis j'oubliais, bien sûr, il y a GitHub. Si vous avez un vrai bug, parce que là c'est des trucs, en gros le mec il n'a pas compris, il le sait que c'est a priori pas un bug, mais si vous avez un bug, on a les vrais bugs GitHub. Donc voilà, vous mettez des bugs. Tiens, là il y a un certain Greg DM qui m'a mis un bug, qui est dans la salle. Bon, voilà, là c'est un vrai, si c'est des vrais bugs, il n'y a pas de souci, bien sûr. Vous n'hésitez pas à mettre des étoiles. On devienne comme Mario, plus fort grâce aux étoiles. En fait, surtout si vous avez un bug, vous faites un pull request avec les bugs. Oui, alors, l'autre truc qui est surprenant, parce qu'on parle des pull requests, donc si vous voulez participer, vous pouvez faire des pull requests. Et alors,
sont toutes acceptées, je suis à jour. Et quand on regarde, j'en ai je sais pas combien. Ouais, c'est 153, je sais pas, enfin, il y en a un nombre pas possible. Il y a plein de gens différents. Voilà, c'est beaucoup Jérôme là, mais c'est pas le seul. Il y a pas mal de gens qui participent. Et vous voyez, il y a d'autres gens qui me font des trucs. C'est assez vivant. Bah, de toute manière, si je vais sur le... Là, on a 15 contributeurs quand même, il y a quand même pas mal de monde. Il y a pas mal de gens qui participent. C'est assez sympathique. Pour ceux qui font partie de la vraie équipe, j'ai des licences IDEA pour nous aider à développer dessus. Et des licences JProfiler. C'est assez sympa. Et puis ils sont J-Rebelle. Oui, alors JRebel, ils nous ont fait plein de pubs. Non mais j'ai honte, parce que JRebel, à la base, ils nous ont fait de la pub. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ils nous aiment plus trop. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais enfin, par rapport à JRebel, on fait pas exactement comme eux sur le Hot Reload. Alors déjà, on est beaucoup moins complet qu'eux, quoi, clairement. Faut pas... et après, par contre, sur la partie pure Spring, j'ai l'impression, parce qu'après, c'est close source, je sais pas comment est-ce qu'ils se débrouillent, mais j'ai l'impression que eux, assez rapidement, en fait, ils voient qu'ils n'arrivent pas, parce que rajouter tous les bins dans le bon ordre, c'est pas simple. Je pense qu'assez rapidement, ils cassent tout le contexte Spring, et ils redémarrent tout le contexte Spring, ce qui donne une garantie que tout est nickel, mais ça prend un peu de temps. Alors que nous, on essaye, nous, on le reload jamais, on essaie toujours de se démerder, ce qui, pour moi, est plus rapide et plus efficace dans le cas standard. Par contre, quand on est sur un cas tordu, on ne pourra pas y arriver. Donc on n'a pas la même philosophie, on n'aura pas les mêmes intérêts. Après, peut-être qu'on le fera aussi à terme de recharger tout le contexte au Spring. On a une limitation aussi due à Spring Boot là-dessus. C'est que là, tel que j'ai lancé, c'est Spring Boot, il lance Tomcat. Donc si je tue Spring, je tue Tomcat et je tue tout. Et c'est foutu. Donc, bon, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas nous aimer maintenant. Alors qu'ils sont très sympas. Oui. En termes d'utilisation technologique. Ah, en termes d'utilisation chez Ypon, il n'y a personne, honnêtement. Donc, si j'ai fait la formation test d'Ypon qui est dessus, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde chez Ypon. Bizarrement. Alors, j'ai plein de retours d'autres gens. Donc, il y a des grosses boîtes. Je sais plus si on met sur Twitter, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui l'utilisent vraiment. De manière, quand je vois toutes les réponses, toutes les stars, il y a plein de monde. Mais alors, bizarrement, c'est pas chez Ypon. C'est le hasard. En fait, moi, ce truc-là, à la base, je l'ai juste fait pour m'amuser, donc je l'ai pas du tout poussé chez Ypon à l'origine. Et puis, voilà, faut démarrer un nouveau projet, que le client te laisse libre, etc. Et puis même, on l'a pas spécialement poussé, c'est pas... c'était pas l'idée d'origine, je suis un peu dépassé d'ailleurs par le truc. Ah oui, mais... Ah mais tout à fait. Alors, sur Twitter et sur GitHub, j'ai un nombre de retours monstrueux, j'ai plein de gens qui aiment bien et qui l'utilisent. C'est monstrueux. Mais bizarrement, pas encore chez Ypon, ce qui est assez marrant. Sauf sur une formation, là, mais c'est... Mais bon, enfin, ça a que 4 mois en même temps, hein, c'est pas non plus... Mais c'est marrant d'avoir un truc qui marche aussi bien et d'avoir des gens... J'ai été contacté par des boîtes qui utilisent vraiment, quoi. Enfin, c'est ça qui est marrant, quoi. Parce qu'à l'origine, moi, les premières fois, c'était il y a 2-3 mois. Le truc, il avait un mois, on avait 50 étoiles. T'es là, ouh. Et toi, t'es un petit peu téméraire. Là, quand même, vu le nombre d'étoiles et vu depuis le temps qu'on est dessus, vous avez qu'à voir la démo, hein, voilà, ça tourne, quoi. Le truc, il est pas... Et puis, après aussi, le gros du boulot, c'est Angular, c'est Spring qui fait le boulot, hein, c'est pas... Nous, on se contente de les faire marcher ensemble. On fait pas... À part sur le hot reload, hein, c'est pour ça que je suis un petit peu tendu dessus, le reste, on fait pas grand-chose, on se débrouille pour avoir les bonnes classes aux bons endroits et la bonne config au bon endroit, quoi. Mais c'est pas nous qui faisons le boulot à bug. Un rapport à pouvoir coupler les deux côtés, à pas vouloir packager l'un puis l'autre, à vouloir parce que sur la génération Kioman, je vois bien l'intérêt de pouvoir coupler les deux types d'applications. Ah oui, pourquoi l'intérêt de tout coupler, oui. Le packaging, est-ce qu'il y a un apport aussi alors le packaging, si, sur le War, parce que le War de prod, il est pas simple. Est-ce qu'on rajoute, oui. Alors il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs réponses. Déjà au niveau du dev, tu vois, j'ai à la fois mon dev JavaScript et Java qui marchent ensemble, c'est assez sympa. Mais le tout d'origine, c'était la prod. En fait, j'ai pas tout mis sur la prod, mais ce qu'on génère aussi sur la prod, donc le build Maven, il lance Grunt qui te concatène, on va dire, tout le JavaScript. Il nous le met dans web app dist. Et on configure pour la prod. Si je vais dans nos filtres, ouais, non, je suis plutôt là dans la config des filtres. Nous, on configure explicitement ces URL-là pour qu'elles soient GZIP, sauf pour les images, pour qu'il y ait les bons caches, que ce soit un cache dans longtemps, etc. Et avoir tout qui marche ensemble, c'est quand même pas, il y a quand même du taf.
Enfin, ouais, le boulot, c'est essentiel, c'est d'avoir... Parce que là, on veut distribuer par il y a du Tomcat. Enfin, Alors, sur Tomcat, ça marche, sur Jetty, ça marche. Spring Boot, c'est un Tomcat embarqué, donc c'est pareil. oui, mais globalement, si après on veut le packager ou si on utilise le War encore, potentiellement, on a l'habitude d'avoir un zip ou d'avoir potentiellement un packagé avec un Apache uniquement, ou potentiellement avec des hosts, enfin des serveurs différents entre le statique. Ah oui, pour avoir le statique à part, ouais. Là, on l'a pas comme ça. Après, le statique, de c'est fastoche, hein, c'est le répertoire dist. Hein. C'est lui, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Pour ça, d'ailleurs, en fait, dans le War, il y a à la fois le JavaScript normal, donc en développement, et le dist. Comme ça, on a le choix sur le War. D'ailleurs, au final, quand même, chaque fois, on me dit, oui, je ne peux pas citer de nom, mais il y a des gens qui me disent, oui, Spring, c'est lourd, là, tous ces technos, c'est lourd, et compagnie. Donc là, j'ai quand même le JavaScript 2 fois, et puis le JavaScript, ça bouffe. Donc j'ai bien 10 mégas de JavaScript. J'ai Tomcat, enfin, j'ai quand même un truc, j'ai quand même beaucoup de choses. Voilà, alors avec Tomcat, il fait 38 mégas, son Tomcat, il fait 32 mégas, quoi. Je sais pas, sur une appli. Il y a bien 10 mégas de JavaScript, hein, donc ça fait 20 mégas de Java, peut-être. Je reste sur une appli qui est assez light. Il faudrait compter, mais c'est pas... De manière, en termes de lancement, je mets 10 secondes, c'est pas non plus... Oui, non, c'était plus en termes potentiellement de versionning ou de vie des applications. Potentiellement, il faut avoir potentiellement un cycle de livraison. Ah oui, ah oui, non, bah là, tu as le même cycle de livraison. Ah. Non, tant que les appels REST ne bougent pas, tu peux monter tes dist, enfin ton JavaScript et tes CSS sans monter le back. Moi, là, l'idée, c'était que les deux étaient quand même assez fortement liés, mais après... Quels sont les choses qui est prévu dans JXter, par exemple, je sais pas, la prise en compte du web service Ah, sur l'avenir? PMS, Ah non, moi, le gros taf, clairement... Ah, pour moi, le gros taf que je voulais, il est fait, là, quand même. Le gros de mon machin est fait. Dans les demandes, j'ai tendance à pas prendre celle où ça rajoute trop... Enfin, tu vois, on veut rajouter, je sais pas, du JMS. Tu vois, j'ai l'impression que ça a rajouté beaucoup de jar et beaucoup d'embêtements. Donc ça, soit on le fait pas, soit ça sera une option au démarrage. Après, je vais éviter d'avoir 30 options, après ça dépend de ce que c'est. Après, voilà, le gros du boulot, c'est plutôt sur le Java à chaud, là, le Hot Reload, qui dépasse un peu finalement en Gipster, mais qui est vraiment un truc cool. Donc je pense que moi, les prochaines semaines, je suis là-dessus. Après, voilà, là, c'est... On n'est pas loin d'avoir une 1.0. Alors, il n'y aura... Alors, un vrai hipster utilise avant la 1.0 et après, voilà, après ça devient final et un hipster n'utilise pas en 1.0. Donc, on verra si on a une 1.0, parce que ça serait plus hipster. Par contre, honnêtement, ouais, je pense qu'en fait, c'est aussi pour ça que je vais bosser sur la partie Hot Reload. Je veux que le reste bouge plus. Et si ça bouge pas pendant style, je sais pas, un mois et qu'on n'a pas de bug, ou pas trop, en gros, c'est stable et on peut dire on est en 1.0. Là, j'ai pas de bug depuis au moins une semaine, enfin, un truc sérieux, quoi. Puis la dernière version, là, on est bien. Et le reload étant un peu à part, à la rigueur, si c'est buggé, ben voilà, on fait pas dans la ligne de commande, on rajoute pas mon truc, là. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est pas la fin du monde. Mais là, pour moi, on est déjà bien avancé par rapport à... On a même largement dépassé mes idées du début. Et puis, bon, on est sur une période où là, on va dire, j'ai un petit peu de temps pour bosser dessus. Et j'avais un acolyte qui avait aussi un peu de temps. Ça va peut-être bouger la semaine prochaine. Donc, je sais pas si je pourrais passer autant de temps là-dessus. Mais bon, en même temps, il y a un moment, il faut se stabiliser, quoi. Pour ça, moi, j'ai envie de faire un freeze, on va dire, pendant quelques semaines aussi pour... Là, voilà. On va boire un coup et manger. Merci beaucoup.